On est très heureux de vous retrouver pour cette table ronde dans le cadre donc, du Festival Atmosphère. Et donc, c'est le sujet de la publicité qui nous réunit aujourd'hui pour comprendre si cette dernière est soluble avec les problèmes environnementaux et les enjeux de développement durable dans un monde qui doit justement freiner sa soif de croissance. Est-ce qu'on a encore besoin de publicité aujourd'hui et si oui, comment est-ce qu'on peut redéfinir son rôle social pour accélérer justement un changement de modèle? Comment garantir sincérité, transparence de la part des annonceurs? Et comment concrètement poser les questions éthiques autour de ce sujet et engager donc la transition écologique dans ce domaine. Voilà, donc on a plein de choses à se dire. J'espère que vous ne serez pas d'accord entre vous pour qu'on puisse vraiment débattre et discuter. Nous avons un peu plus d'1 heure et demie pour en parler. On vous passera également les micros, donc si vous avez envie d'intervenir à l'issue de chaque présentation, bien vous pourrez nous le faire savoir et puis on aura beaucoup de plaisir à pouvoir dialoguer avec vous. Je vous présente simplement l'organisation, elle est très simple. Chaque invité en fait va faire un petit speech de 10 minutes pour présenter à la fois son institution, son travail, les enjeux qui relèvent justement de sa discipline et de son entreprise ou de son association ou de sa société. Et puis à l'issue de ces 10 minutes, on aura des questions et puis comme ça on pourra dialoguer ensemble. Donc on va faire les présentations. Valérie Martin, vous êtes chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'ADEME qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Valérie Hénaf, vous êtes tout de suite à ma droite, vous êtes directrice de la stratégie du groupe Publicis. C'est un groupe ancien maintenant, hein, fondé en 1926. Publicis Group est aujourd'hui le 3e groupe mondial de communication et vous employez 80 000 personnes dans le monde. Jacques-Olivier Barthez, vous êtes le directeur de la communication de la Fondation WWF France, ancien porte-parole de l'Observatoire indépendant de la publicité. Donc évidemment, vous avez plein de choses à nous dire. Est-ce qu'il faut encore présenter le WWF, le Fonds mondial pour la nature, qui est l'une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l'environnement dans le monde et qui mène des actions pour sauvegarder à la fois les écosystèmes et leur espace, mais qui accompagne également les entreprises justement dans la réduction de leur empreinte écologique. Et ça, on le sait peut-être moins autour du WWF. Gildas Bonnel, vous êtes le président de l'agence CIDIES, vice-président de l'AACC, c'est l'association des agences conseils en communication, et vous êtes président de la communication de développement durable justement de cette même association. Et vous avez créé votre agence CIDIES il y a tout juste 20 ans, hein, c'est ça? C'était en 99 avec Cyril de Lastérie. Delphine Lalu, vous êtes la directrice de la RSE et des fondations du groupe AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale qui occupe la 1re place des groupes de protection sociale et la 2e place en assurance des personnes en France. Et vous êtes également président de la section des activités économiques au Conseil économique, social et environnemental. Et puis enfin, Josué Pichot, vous êtes cofondateur et directeur de l'agence F5 qui a été créée en 2008. À l'origine graphiste, animateur et développeur. Vous êtes aujourd'hui donc toute une équipe, je crois que c'est une 30aine de personnes à peu près, dont les métiers sont consacrés à la stratégie et au développement pour concevoir entre autres des produits au service des utilisateurs. Voilà. Donc on va pouvoir démarrer la discussion et Valérie Martin, eh bien c'est vous qui avez l'honneur de lancer la thématique. Vous allez d'abord nous présenter, je crois, un panorama introductif des enjeux actuels, le rapport à la société de consommation, l'éco-conception des supports médias et le rôle de l'influence du message publicitaire. Alors, on se dit 10 minutes chacun, hein, je serai impitoyable sur la pendule, et puis donc ensuite on pourra discuter tous ensemble. On vous écoute. Bonjour tout le monde, donc Valérie Martin. Donc l'ADEME, qu'est-ce que c'est? C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On peut dire ça, c'est aussi l'Agence de la transition écologique. C'est une agence qui est sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire, d'une part, et du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation et de la Recherche, d'autre part. Alors, le propos d'aujourd'hui, peut-être en introduction, c'était bien sûr de rappeler les enjeux auxquels nous allons devoir faire face. Et au premier rang desquels, bien sûr, il y a la question du dérèglement climatique, mais il y a aussi la question de la finitude et du partage des ressources. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important, parce que jusqu'à présent, on a toujours fait un petit peu comme si, après tout, la planète nous offrait des ressources aux limites infinies, et on est en train de se rendre compte que peut-être on était passé à côté de pas mal de choses. Et puis, bien sûr, aussi, il y a toute la question de la biodiversité, mais peut-être
peut-être que Jacques-Olivier en dira un petit mot tout à l'heure. Et aujourd'hui, qui plus est, on est dans un moment crucial puisqu'on a vraiment besoin d'agir vite et que ce soit les rapports des scientifiques qui, jour après jour, nous le démontrent ou que ce soit des rapports, des études, des travaux qui peuvent être menés ici ou là. On se rend compte du fait que si on n'agit pas rapidement, eh bien, il y a franchement de grands risques pour que, franchement, ça se passe mal. Alors, pour nous, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on a besoin de travailler sur la transformation de nos sociétés autour de 5 axes. Tout d'abord, on a parlé tout à l'heure, je vous ai dit, les limites de la planète. On était dans un modèle qui était assez linéaire. J'achète, je consomme, je jette. On voit bien que ce modèle-là ne peut absolument pas continuer à perdurer. Ce modèle, il entraîne que l'extraction des ressources fait que petit à petit, on voit bien qu'il n'y a plus assez de ressources, il y a une tension qui génère également des conflits. Et quand on voit comment on peut consommer, par exemple, ne serait-ce que pour nos téléphones portables, le nombre de métaux rares que l'on consomme, si l'on continue dans cette voie-là, bientôt, de toute façon, nous n'aurons plus assez de ressources pour continuer à vivre comme nous vivons jusqu'à présent. Donc ça, c'était le premier point. Ça nécessite, si on veut passer d'une économie linéaire à une économie qu'on va appeler plus circulaire, une remise en cause considérable de nos modes de vie. Et là-dessus, c'est un point qui est extrêmement important parce que souvent on nous dit « mais c'est quoi cette économie plus circulaire? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais ça veut dire que les ressources que l'on utilisait, que l'on gaspillait, il va falloir qu'on y prenne plus attention. Peut-être qu'il va falloir sans aucun doute que l'on aille vers l'allongement de la durée de vie des produits, des services, qu'on se serve davantage de la matière, qu'on allège aussi les choses. C'est pour ça qu'on entend parler souvent de tout ce qui est lié à l'éco-conception des produits, qu'on aille davantage aussi vers une économie de la fonctionnalité. C'est aussi un terme barbare que peut-être on aime un peu trop, mais qu'il nous faut absolument de plus en plus comprendre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là dans la consommation du produit, qui plus est dans la consommation immédiate du produit, c'est d'apprendre à tourner autour de tout ce qui est lié à l'usage du bien ou du service. Et donc, par rapport à ça, un exemple célèbre, ça va être par exemple Michelin. Michelin, jusqu'à présent, il nous vendait des pneus. OK ? Parfait. Enfin, parfait. Il vendait ses pneus. Maintenant, il va vendre un service qui va vous permettre de toujours continuer à vous déplacer, mais au lieu de vous vendre le pneu, il va vous vendre le service qui va vous permettre cette mobilité. Il va faire en sorte qu'il y ait une bonne maintenance du véhicule, que les pneus soient toujours, disons, les mieux possibles. On voit aussi qu'il y a un système, là, par exemple Eram, le groupe Eram, avec Bocage, ils ont décidé de mettre en place un système de location de chaussures. Voilà, il y a des choses qui commencent à naître et qui montrent que l'on peut dépasser ce modèle linéaire que l'on connaissait. Ça va générer obligatoirement une transformation du rôle à la fois du marketing et de la publicité. On va y revenir tout à l'heure. Ça veut dire aussi que de ce côté-là, si on passe à cette économie de la fonctionnalité, on va passer à une représentation de la société qui va être extrêmement différente. Jusqu'à présent, on a tous connu une représentation qui nous a été très largement vendue comme celle de la consommation, voire même aujourd'hui on peut dire de la surconsommation, où on nous a fait croire que la consommation c'était le bonheur. Or on voit bien que si on continue dans cette direction-là, notre modèle il est absolument intenable par rapport aux ressources de la planète. De même, si la consommation c'est le bonheur, ça nous pose la question donc de la publicité. Quand vous regardez les publicités, par exemple, prenons les publicités au hasard de véhicules. C'est celles que l'on rencontre le plus aujourd'hui quand on ouvre la télévision ou quand on regarde un journal ou autre, etc. Si on regarde bien ces publicités pour les véhicules, on constate qu'on a de plus en plus de publicités pour les SUV. D'accord ? Ces gros 4x4. Si on corrèle le tout au fait qu'en 2018, les ventes de véhicules neufs de SUV n'ont fait que augmenter,
et qu'aujourd'hui, ça représente quasiment 36% des ventes de véhicules neufs, on peut quand même se dire qu'il y a très certainement un lien entre la publicité et la vente de produits qui sont fortement émetteurs, notamment de gaz à effet de serre, comme c'est le cas pour les SUV. Et quand on sait en plus que l'ensemble des véhicules neufs vendus en France a augmenté de 1 gramme en 2018 par rapport à 2017, on est largement aussi en droit de s'interroger. Aujourd'hui, en gros, la moyenne des véhicules vendus neufs en France, il est de à peu près 112 grammes de CO2 par kilomètre, alors qu'à l'horizon 2021, on a dit qu'on allait au niveau européen sur une tendance à 95 grammes. Eh bien, on n'est pas près d'y arriver à ce rythme-là. De même, autre exemple, dans cette course à la, disons, à la surconsommation, la société que je vais citer, c'est pas elle. Le problème, c'est pareil, la question des SUV, il n'y a pas une marque plutôt qu'une autre. C'est bien notre société dans son ensemble qui est interrogée. Il y a eu une pub l'année prochaine, non, j'espère pas, l'année dernière, parce que sans ça, ça ne va pas le faire, qui s'appelait, de la société Cdiscount. Cette publicité visait notamment à nous dire mon vieil ordinateur fonctionne encore, ouais, mais j'en ai quand même envie. Qu'est-ce que ça vous marque? Ça vous montre que là-dessus, on a bien un arbitrage qui est à faire entre des envies et du « en ai-je réellement besoin ?» Puisqu'on est rentré dans une société où on vous dit que la consommation, c'est le bonheur. Forcément, vous avez toujours envie d'acheter, puisque ça vous promet ce bonheur, peut-être même ce bonheur éternel. Pour autant, comme on sait que ce n'est pas tenable, est-ce que l'on peut continuer comme ça? Mais vous allez me dire, mais moi, en tant qu'individu, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire? Je suis face à cette dissonance cognitive qui fait que d'un côté, il y a des gens comme les scientifiques, comme vous, etc., qui allaient me dire tous les risques qui pèsent sur la planète. On va même en parler dans les médias, ça commence à monter pas mal. Et puis dans le même temps, j'ai les publicités qui me disent « Allez-y, prenez ce véhicule, vous allez voir, tiens d'ailleurs il y en a un de je ne sais pas quelle marque, là, BMW, c'est pour être un mâle dominant, la force de la meute ou un truc comme ça. » Mais ça ne vous interroge pas, vous? Bon, je ne parle pas que du côté féminin, bien évidemment. Mais quelle image ça donne aussi, quand on connaît le pouvoir et la puissance que ça a sur nos représentations et sur notre imaginaire. Alors, ce n'est pas de mettre les uns en accusation par rapport aux autres. C'est comment on fait aujourd'hui collectivement, c'est ça la question qui nous est posée, pour trouver le moyen de changer cette société dans laquelle on est, d'aller vers une société qui a une consommation plus sobre. Et à ce titre, la publicité, elle peut peut-être aussi nous aider à vendre et à rendre désirable un système plus sobre. Parce que ce n'est pas si évident que ça aujourd'hui. Vous voyez, je n'ai pas l'air d'être habillée en version peau de bête, hein, et je rassure tout le monde, je ne vis pas dans une grotte. Pour autant, il va falloir que l'on déshabitue chacun d'entre nous dans le système d'imaginaire dans lequel nous avons été projetés par le biais de cette société de consommation. Et qu'on se dise, oui, le fait d'aller vers plus de sobriété, c'est aussi désirable. Oui, le fait d'avoir des modèles qui sont mis en avant, par exemple, voilà, je ne sais pas, toujours dans les pubs de voitures, pourquoi est-ce que l'on a toujours la représentation du mâle blanc dominant seul dans sa voiture, après tout? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui de nous donner envie de se dire on est plusieurs dans la voiture, on la partage, on vient d'horizons différents, on fait la promotion du covoiturage. Je le vois peu, voire pas, à l'heure actuelle. Est-ce que ce n'est pas ça aussi de nous donner envie de ce monde-là et non pas de celui qu'on nous donne aujourd'hui à voir? Voilà, c'est peut-être ça aujourd'hui dont j'avais envie de parler, sachant que pour nous, il nous faut vraiment essayer. Alors, comment la publicité peut-elle faire? C'est peut-être entre deux mots, je promets. Peut-être d'essayer déjà, dans un premier temps, comme c'est fait au sein d'un certain nombre d'organismes, la ACC, l'Association des agences conseils en communication, la RPP, l'autorité de régulation, par le biais également de la loi anti-gaspillage qui est en débat à l'heure actuelle et qui met en avant cette question des risques autour de la raréfaction des ressources et des actions nécessaires. Voilà,
avec bien évidemment les publicitaires, avec les entreprises, avec l'État, mais aussi avec les collectivités. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver quelque chose? Déjà, peut-être donner plus d'informations aux consommateurs, peut-être l'orienter davantage. Alors pourquoi pas mettre plus en avant, plutôt qu'en 0,002, ou alors quand on entend la pub à la radio, vous savez, le truc qui passe super vite et qui vous dit que ça émet 340 grammes de CO2 par kilomètre, et que la pub d'après, ça en émet 90 kg, vous ne l'entendez pas, donc forcément vous n'êtes pas attiré par cet argument-là, donc peut-être les mettre mieux en avant. Et peut-être également aussi renforcer toutes les questions des formations dans des écoles de marketing, de publicité, de communication, mais plus largement, il y a un problème d'éducation qui se pose. Voilà, c'est peut-être deux des axes et les premières choses que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Vous avez fait quasiment 10 minutes pile, donc bravo à vous, Valérie Martin. De quels moyens vous disposez concrètement à l'ADEME justement pour accompagner les publicitaires par exemple, ou les autres acteurs, entreprises, collectivités, comment vous faites pour les accompagner concrètement? Donnez-nous un exemple pour qu'on comprenne votre action. Aujourd'hui, on fait plusieurs choses. Donc, en gros, à l'agence, c'est en 2018, c'était près de 500 millions d'euros d'aide globalement qui ont été distribués pour accompagner près de 4000 projets sur l'ensemble du territoire, que ce soit auprès des entreprises, des collectivités ou des collectivités. Donc ça, c'est extrêmement important, notamment parce que, voilà, il faut, outre des outils méthodologiques que l'on peut apporter, le fait d'accompagner des projets, ça aide également à pouvoir orienter, donc aider les pionniers, ou aider par le biais, on a à peu près 20-25 millions d'euros qui ont pu être attribués dans le cadre de projets de recherche. Je pense notamment à un projet de recherche qu'on a financé récemment, qui s'appelle le projet Perfecto. Et ce projet qui a récompensé notamment 6 entreprises, dont 2 dans le domaine du textile, sur ces questions d'éco-conception de nouveaux produits. Donc tout ce qui est lié à l'éco-conception, c'est comment on conçoit un produit qui rend les mêmes services qu'un autre, sauf qu'il a moins d'impact sur l'environnement. Un exemple, vous avez des lessives, par exemple, qui ont, voilà, pour fabriquer, il faut tout un ensemble d'intrants, il faut, voilà. Et d'autres, elles sont porteuses de ce qu'on appelle l'écolabel européen. L'écolabel européen, c'est celui qui est dans un petit cadre bleu avec une petite fleur. Voilà, je peux vous faire la fleur, mais je la fais beaucoup moins bien que celle de l'écolabel européen. Et vous l'avez qui est directement sur le packaging. Ça veut dire que quand on a fabriqué cette lessive, elle lave tout aussi bien, mais elle a beaucoup moins d'impact sur l'environnement, sur l'ensemble du cycle de vie de son produit. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important. Ensuite, il y a des partenariats que l'on fait avec le WWF, avec CIDIES, avec des agences, au sein d'un certain nombre de lieux pour réfléchir à ces problématiques-là. Et puis, on a démarré également un travail autour de tout ce qui est la nouvelle narration du monde de demain. Et on travaille en particulier, alors on est partenaire du prix qui va être du concours de synopsis qui va être remis demain avec la guilde des scénaristes, pour justement que les scénaristes, que les diffuseurs, que les producteurs de télé, de films, etc., puissent aussi raconter dans leurs films cet imaginaire du monde de demain. On travaille également, quand on travaille avec le WWF, on travaille par exemple sur une appli qui s'appelle WAG, We Act for Good, qui est un outil extrêmement pratique qui permet aux citoyens de pouvoir se repérer dans leurs actions quotidiennes pour essayer de savoir comment ils font pour agir. Et donc la question, c'est pas simplement d'informer, mais c'est d'apporter aussi des outils qui sont pratico-pratiques, serviciels, parce que les gens ils sont de plus en plus sensibilisés. Ça, il n'y a pas de problème. Les résultats sont très clairs. Mais les gens nous disent 2 choses. 1, je veux savoir ce que je veux faire. 2, je ne veux pas être tout seul à agir. Et alors, du côté des acteurs, eux, de la consommation, est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'on vit une période de transition très très forte, avec une acceptation aussi très forte, voire une demande très forte pour engager la transition? C'est quasiment une question sociologique là, que je vous pose sur ce qui se passe aujourd'hui.
Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et quand on regarde notamment le baromètre Greenflex ADEME qui est sorti le 19 septembre et que je vous invite à regarder, c'est un baromètre qui est extrêmement intéressant. Je vous ai apporté quelques chiffres. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir fait penser que c'était la page 99. Et donc, cette étude, là où elle est intéressante, c'est qu'elle nous dit que globalement, hein, on a 86% des gens qui disent qu'ils souhaitent que, en gros, ils réfléchissent de plus en plus avant d'acheter et ils se posent la question de savoir s'ils en ont besoin. C'est du déclaratif, mais c'est assez intéressant. Ça, c'est les consommateurs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les acteurs de la société de consommation. Donc... Déjà ceux-là. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils déclarent aussi que, comme dans certaines catégories de produits, ils sont prêts à acheter moins. Et pour eux, la consommation durable, ce n'est pas simplement justement passer à des produits entre guillemets verts, c'est aller vers davantage de sobriété. C'est la première fois que ce sondage, que ce baromètre qui existe depuis une quinzaine d'années donne ces résultats. Et là où c'est important, c'est que ça donne un signal extrêmement fort sur les acteurs aux acteurs économiques. Quand vous avez, par exemple, un Carrefour qui se pose la question, ne serait-ce que par rapport aux produits bio. Vous savez, le concombre masqué, c'est-à-dire celui qui est dans son film plastique, parce que justement, il faut qu'il soit séparé du reste, etc. Ça nous énerve, hein, tous. Voilà. Et bien là, il a décidé de faire quelque chose qui est assez intéressant, enlever le film plastique, mettre une bague en carton. C'est un pari quand même pour eux, mais ça montre que là-dessus, ils écoutent les consommateurs. Deuxième exemple, on a des gens comme des sociétés comme par exemple L'Oréal. Extrêmement intéressant. Ils ont développé un outil qui s'appelle Spot, sur lequel ils travaillent et qui permet d'évaluer l'impact environnemental de leurs produits. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça montre bien, même s'ils n'en font pas de la publicité, etc., que ces questions-là, elles sont au cœur aussi de leur business. Donc petit à petit, les entreprises prennent de plus en plus à bras le corps ces questions-là. Maintenant, il faut savoir quand est-ce que le marketing va aussi prendre à bras le corps ces questions-là, puisqu'on voit bien que là, c'est la dimension RSE, production, etc. Et quand est-ce que vraiment, au niveau marketing et publicité, on va avoir la logique et la cohérence globale? Alors Valérie Hénaff, on va vous passer le micro justement. Je crois que L'Oréal est un de vos clients justement à Publicis. Et Carrefour. Et Carrefour. Vous êtes donc la directrice de la stratégie du groupe Publicis. On vous écoute et on discutera ensemble juste après. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je travaille en effet à Publicis. Donc un grand groupe de communication qui a pour particularité de travailler avec des grands clients français qui rayonnent à l'international, mais aussi pour des clients de taille plus petite et aussi pour des associations, des ONG, des institutions, etc. Et by the way, on travaille d'ailleurs aussi avec certains d'ici qui ont besoin aussi de communiquer. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à mon expérience dans un grand groupe comme Publicis, quand on est au contact de grandes entreprises, justement, c'est que moi, j'ai un coup de cœur, j'ai un intérêt particulier pour tout ce qui est autour de la RSE, comme on dit, la responsabilité sociale des entreprises. Et je pense que ça commence déjà par chez soi. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée chez Publicis, à l'agence Publicis Conseil, on a déjà fait le ménage chez nous. C'est-à-dire qu'on a mis en place tout un tas de pratiques différentes pour obtenir un label qu'on a monté ensemble à la HCC avec l'AFNOR. Par exemple, quelques exemples qu'on comprenne. C'est tout ce qui était recyclage à l'agence, tout ce qu'on utilise, la débauche de papier par exemple qu'on a complètement arrêté, l'intégration aussi du handicap beaucoup plus fortement dans nos agences où on a mis en place des choses qui n'existaient pas pour pouvoir accueillir ces gens, etc. Il y a énormément de critères sur... Donc volet social et environnemental. Voilà, social et environnemental. Donc on commence déjà par chez nous. On a mis en place aussi de l'éco-communication, donc on réfléchit aussi et beaucoup avec la HCC à la manière dont on produit nous-mêmes les campagnes pour essayer d'avoir des campagnes qui soient produites maintenant avec un impact environnemental le plus faible possible et on y arrive assez bien. On économise beaucoup de carbone et on évite beaucoup de gâchis. Et puis surtout, évidemment, c'est la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'accompagnement qu'on fait justement de ces grands clients qui sont évidemment tous confrontés à ces enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux.
Et moi, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas qu'on oppose les choses, parce que je pense que les enjeux qui sont face à nous sont tellement colossaux qu'il faut qu'on mette la puissance de tous, à la fois des grandes entreprises et à la fois la puissance de la communication, au service de tous ces changements qu'on est capable d'opérer. Donc moi, j'ai un exemple à vous donner très concret pour qu'on puisse comprendre. Quand Alexandre Bompard, donc le président de Carrefour, est arrivé à la tête de Carrefour, il se trouve que c'était Publicis qui gérait déjà le budget, et on a travaillé ensemble sur la stratégie et le futur qu'on allait pouvoir donner à Carrefour dans une période où en fait la grande distribution était complètement questionné parce que le modèle était totalement devenu obsolète et on ne pouvait pas continuer comme ça. Et on le voyait notamment aux États-Unis, le fameux retail apocalypse où les magasins, les malls, etc. fermaient les uns après les autres. Et on s'est dit comment est-ce qu'on arrive à donner un futur à cette entreprise, mais aussi comment est-ce qu'on donne finalement un futur tout court à l'ensemble de la population. Et donc, on a réfléchi, alors je vais vous passer les semaines et les mois de travail qui ont eu lieu, parce qu'en fait, on connaît mal la publicité. C'est-à-dire, on pense que la publicité, c'est le paquet cadeau qu'on va faire joliment. Une fois que toute la chaîne a eu lieu, on arrive, on vous propose un produit et on dit, bah, maintenant, vas-y, raconte la jolie histoire, mets ça à la télé, mets beaucoup d'argent derrière, et puis ça va aller. En fait, la publicité, c'est pas ça. C'est beaucoup de métiers différents. Il y a des stratèges, il y a des commerciaux, il y a des créatifs. C'est un métier qui est très créatif. Il y a beaucoup de techniques derrière, il y a beaucoup de data. Et il y a surtout quelque chose au cœur qui est la connaissance du consommateur, la connaissance du citoyen, la connaissance des gens, tout simplement. Et cette connaissance des gens, elle nous sert évidemment à avoir les meilleurs messages à faire passer, mais ça nous aide aussi à remonter dans une connaissance client qui permet d'orienter le marketing et qui aujourd'hui remonte aussi dans la stratégie des entreprises elles-mêmes. Et donc j'en reviens à Carrefour, c'est la raison pour laquelle en fait on les accompagne vraiment dans la stratégie de l'entreprise. Et quand je dis la stratégie de l'entreprise, c'est quand on a décidé avec Alexandre Bompard d'orienter Carrefour vers la transition alimentaire et non plus le tout sous le même toit moins cher. C'est toute l'entreprise qui est tendue vers cet objectif. La transition alimentaire, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire changer notre système d'approvisionnement en amont et de consommation en aval pour améliorer l'alimentation des gens. Parce que si on veut améliorer le monde, ça commence par l'alimentation. Est-ce que par exemple, ça va être une remise en cause même de certains produits, certains légumes qui viennent de très loin et qui consomment donc beaucoup de CO2 ? Est-ce qu'une entreprise comme Carrefour est prête à faire ce type d'effort aujourd'hui ? Alors, c'est plus que des produits. C'est que quand on prend une décision comme celle-là, et c'est aussi l'intérêt de la communication, enfin en tout cas de la puissance de la communication, c'est qu'elle met, quelque part, elle plante le drapeau un peu plus loin que là où l'entreprise en est, mais elle montre le chemin. Et ce chemin, c'est un chemin de transformation énorme au sein de l'entreprise. Enfin, vous parliez du concombre, c'est Bertrand Swiderski qui est en charge de la RSE chez Carrefour et qui est à l'origine de ça, mais c'est un exemple parmi énormément d'autres. Et c'est une transformation énorme au sein de l'entreprise. Quand vous avez des magasins qui vendent de l'alimentation, mais pas que, et qui vendent encore beaucoup de non-alimentaires, qui fonctionnent sur des principes de promotion pour attirer les gens, etc. Et quand vous dites non, on va devenir le leader de la transition alimentaire, je vais vous donner un exemple. Le premier acte qu'on a fait, dont on est assez fiers, c'est qu'on s'est rendu compte que, par exemple, sur les fruits et légumes, sur le frais, il y a tout un catalogue officiel qui fait qu'on ne peut vendre que, je ne sais plus, je crois que c'est 20% des légumes et fruits qui existent en termes de biodiversité. Donc il y a 80% des fruits et légumes qui ne sont pas accessibles pour les consommateurs. Pourquoi ? Parce que le catalogue décide d'un certain nombre de standards qui font qu'on a le droit de vendre le concombre de telle origine et de telle race, et on n'a pas les 90 autres concombres possibles dans un carrefour. Pareil sur les tomates, pareil sur tous les fruits et légumes. Donc ce qu'on a fait, et ça a pris du temps, on a dit voilà, nous on va faire un marché interdit. On va chez Carrefour proposer des fruits et légumes avec des paysans qui ont des semences paysannes qui ne sont pas autorisées, pour faire un coup de communication, pour faire prendre conscience aux gens de ce problème-là. Et donc, on a monté dans les carrefours un marché interdit avec des fruits et légumes à base de semences paysannes qui étaient interdites au catalogue.
pourquoi on a fait ça? On a fait ça pour que les gens en parlent, pour que les télévisions en parlent, et ce n'était pas de la publicité, c'était aux 20h, hein, c'est passé aux 20h. Les gens ont pris conscience de ça, les leaders d'opinion ont pris conscience de ça, et il y a une loi qui était prête à être votée, où on savait qu'ils étaient plutôt contre. Et la loi qui a été votée après cette opération, en fait, ils ont voté pour l'autorisation des semences paysannes interdites pour justement favoriser la biodiversité. Mais donc c'est avec des producteurs locaux, j'imagine, probablement. Hein. Donc alors, ça veut dire que ça élimine de fait certains légumes qui, eux, venaient de plus loin, ou c'est complémentaire d'une offre qui existe par ailleurs? Alors, d'abord, c'est avec des producteurs locaux, mais qui sont des producteurs locaux qui n'étaient pas dans les clous, hein, qui étaient, voilà. Et aller convaincre des producteurs comme ça, quand vous vous appelez Carrefour, ça n'a pas été facile. Mais comme, justement, on a mis la puissance de Carrefour avec la puissance de la communication au service de ces gens-là, du coup, ils ont compris, ils ont suivi. Alors, pour répondre à votre question des fruits et légumes qui viennent de l'étranger, en effet, c'est aussi des choses qui sont en train d'être éliminées progressivement. Ouais. Parce qu'on parlait de sobriété de la part des consommateurs, hein, qui sont capables aujourd'hui d'engager une sobriété dans leur façon de consommer, mais on a du mal à imaginer quand même qu'une grande entreprise comme Carrefour mette la sobriété dans sa ligne de conduite quand même aujourd'hui. Non, pas du tout. On a fait un test aussi, et c'est là où je pense que la responsabilité est collective. Donc, à la fois, le problème est collectif et la solution sera collective. On a fait une tentative pour ne distribuer que des fruits et légumes de saison dans les carrefours, puisqu'on s'est dit, en fait, voilà, la transition alimentaire, c'est ça, c'est d'arrêter de manger des fruits qui viennent de l'autre bout du monde, des tomates en hiver ou des fraises en hiver. Et on a donc proposé cette idée et elle a été testée. Et en fait, à date, les consommateurs ne sont pas encore matures pour ça. Donc, il y a de la pédagogie à faire, on avance, et nous, évidemment, on aide, grâce à la communication, qui est aussi une forme d'éducation, on aide à faire avancer dans ce sens-là. Valérie Hénaff, j'aimerais que vous nous parliez aussi de votre travail avec une entreprise comme Renault, parce qu'effectivement, le secteur de l'automobile, alors je ne sais pas comment ils travaillent sur cette question-là aujourd'hui, mais enfin, ils sont montrés du doigt, évidemment, parce que ultra consommateurs et surtout au niveau des gaz à effet de serre. Comment on travaille justement sur cette question de l'automobile aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique? Alors c'est pareil, enfin, il ne faut pas croire que les gens qui travaillent chez Renault sont schizophrènes. Ce sont des gens comme vous et moi. Ils ont les mêmes informations, ils réfléchissent de la même manière, ils sont pères et mères d'enfants. Et ils n'ont pas tout d'un coup la casquette du grand méchant qui va vouloir produire du CO2 quand ils arrivent chez Renault. Et puis tout d'un coup, quand ils rentrent chez eux, ils ont un discours écologique, etc. Ce sont les mêmes personnes. Et la révolution justement sociale et sociétale qui est à l'œuvre en ce moment, elle est à l'œuvre aussi beaucoup dans les entreprises par l'interne. Il y a beaucoup de mouvements qui s'opèrent et de transitions qui s'opèrent dans les entreprises parce qu'il y a aussi l'interne qui pousse dans ce sens-là. Les jeunes que vous voulez recruter, qui ont besoin d'avoir un sens différent aussi, si vous voulez qu'ils vous rejoignent. Donc voilà, donc c'est toute la population qui pousse. Alors pour revenir à Renault et à votre question, d'abord Renault est une marque qui n'a jamais mis le mâle dominant au cœur de sa communication. Pour le coup, c'est une marque qui a toujours été extrêmement ouverte, extrêmement populaire et qui a été parmi les premiers d'ailleurs à montrer des femmes dans les publicités, puisque ça date de, je ne sais même plus quand vous dire, mais je crois que c'était la R5 qui était surnommée la Parisienne. Enfin, je me trompe peut-être, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a toujours eu beaucoup de femmes au sein des campagnes Renault. Il y a toujours eu beaucoup de diversité aussi, puisque c'est une marque qui est très représentative de la population en général. Donc, mais sur les émissions de gaz à effet de serre. Et sur les émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, enfin, ça date pas d'hier, hein, Renault s'est lancé dans l'électrique quasiment avant tout le monde, en proposant non pas un modèle haut de gamme de l'électrique, mais au contraire une gamme électrique qui soit accessible au plus grand nombre. Donc en fait, l'enjeu de Renault, c'est pas seulement de proposer une Tesla qui va être réservée à ceux qui ont les moyens de se la payer, c'est vraiment de pouvoir faire avancer l'électrique de manière totalement démocratique, puisque c'est une des dimensions de Renault qui est très forte. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ils sont numéro 1 en Europe de l'électrique et on les accompagne là-dedans. Donc, on est aussi, enfin, c'est Jean-Dominique Senard qui vient d'arriver chez Renault, vient de chez Michelin. Donc, il a été cité comme étant aussi quelqu'un qui a cet enjeu en tête, puisque Jean-Dominique Senard, c'est celui qui est à l'origine, avec Nota, de la loi Pacte,
porté par Bruno Le Maire, donc, et qui impose aujourd'hui et oblige aujourd'hui les entreprises à déclarer leur mission sociale, sociétale et à avoir des engagements derrière. Donc il est vraiment très locomotive chez Renault pour aller dans ce sens-là. Alors, la question de la voiture électrique, elle est intéressante parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le bilan écologique de ces voitures est loin d'être là par rapport justement à ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'il y a évidemment le problème des terres rares sur les batteries, le lithium, etc. Comment on travaille là-dessus justement? Parce que la voiture électrique, c'est pas forcément l'alternative idéale aujourd'hui à la voiture, hein. Non, alors je ne veux pas non plus déflorer la stratégie de Renault, notamment par rapport à l'ensemble des concurrents, mais ce que je peux en dire quand même, c'est que d'abord, la réflexion de Renault n'est pas sur l'électrique uniquement, elle est sur la notion d'énergie propre. Donc ils réfléchissent aussi à d'autres possibilités d'énergie pour les véhicules. Et en fait, l'enjeu pour Renault, mais pour toute la catégorie d'ailleurs dans les années qui viennent, c'est pas tant de savoir à quelle énergie la voiture va rouler, mais de savoir comment est-ce qu'on peut au mieux, comment est-ce qu'on peut améliorer la mobilité des gens avec des choses qui soient moins absurdes que la possession d'un objet roulant dans lequel on est tout seul à se mouvoir tous les matins et tous les soirs. Donc, ça passe par tout ce qui va être notamment le car sharing, la voiture partagée. Comment est-ce qu'on fait pour que des voitures qui sont utilisées une fois dans la journée et restent au parking, soit de l'entreprise d'un côté, soit de la maison de l'autre, puissent être utilisées peut-être par d'autres qui en auraient besoin à ce moment-là, ce qui diminuerait énormément le nombre de voitures roulantes. Ça, c'est un des sujets, un des projets qui est à l'œuvre. Mais il y en a énormément. En fait, Renault ne réfléchit plus la voiture, il réfléchit la mobilité et la mobilité durable. Bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Jacques-Olivier Barthes, vous êtes directeur de la communication donc, de la fondation WWF France, ancien porte-parole donc, de cet observatoire indépendant de la publicité. On peut en dire un petit mot de cet observatoire, savoir exactement quelle était sa vocation, quelle est sa vocation? Quelle était sa vocation? Parce que l'Observatoire indépendant de la publicité, c'est plus un observatoire qui fonctionne. Mais c'était à la suite du Grenelle de l'environnement, donc il y a 12 ans. La question de la publicité avait été un des grands sujets du Grenelle. Et donc ça avait débouché à une réforme qui est le passage du bureau de vérification de la publicité à l'autorité de régulation professionnelle de la publicité avec un système plus ouvert. Il se trouve qu'on faisait partie des ONG à l'époque qui n'étions pas satisfaits de la révision de la gouvernance du monde publicitaire, parce que nous on souhaitait que l'autorité de régulation professionnelle de la publicité intègre des membres de la société civile au sein de son conseil d'administration et ne se limite pas simplement à des instances de consultatives. Et donc on avait monté un observatoire indépendant où on essaie de démontrer que les bilans, d'ailleurs souvent on a brisé des lances avec la plupart des gens ici, que les bilans présentés par la régulation étaient des bilans qui nous semblaient biaisés parce que les publicités présentées n'intégraient pas les plans médias. Il y a une grande différence quand vous pointez du doigt avec une publicité d'un annonceur provincial et une communication des plus grandes marques de voitures qui sont parmi les plus grandes annonceurs en termes de budget. Donc on a eu pas mal d'échanges là-dessus pour démontrer que le système n'était pas toujours efficient. D'ailleurs, il n'est toujours pas efficient. Voilà. Je vous laisse faire votre présentation. Oui, alors, le WWF. Pour partir sur le Grenelle, peut-être. Donc, le WWF, moi, ça fait 13 ans que je suis au WWF. Auparavant, j'étais dans la publicité. Alors déjà la publicité, peut-être préciser ce que moi j'entends par publicité, c'est les industries de communication, parce que sinon la publicité on est très focalisé sur un domaine, les industries de communication c'est beaucoup plus large, il y a le sponsoring, il y a vraiment beaucoup de choses, et c'est avant tout des industries qui portent sur le récit global que vous donnez d'une société, c'est une industrie d'idées. Alors le WWF c'est une ONG qui a été créée en 1961 en Suisse, qui en France existe depuis 1973, c'est une des plus grandes ONG, et qui a comme théorie du changement l'idée qu'on doit arrêter la dégradation des écosystèmes pour vivre en harmonie avec la nature, et que pour y arriver, on a une idée, c'est qu'on ne va pas opposer les gens, c'est plutôt qu'on est ensemble, enfin ensemble on peut être seulement, on ne peut être la solution qu'en étant ensemble. On est vraiment sur une philosophie qu'appelle Edgar Morin la philosophie du et pas la philosophie du ou, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'opposer les gens. Ce qui explique que parallèlement au travail qu'on fait sur les espèces, et on a un rapport qui est le rapport Planète Vivante qu'on présente tous les 2 ans, qui donne un état de la biodiversité, qui est sorti en 2018 et qui rappelait que les 50 dernières années, 60% des vertébrés sauvages les populations avaient été réduites de 60%.
de ces vertébrés sauvages. On sort aussi un point qui, à mon avis, joue beaucoup dans la perception actuellement du système économique, c'est l'Overshoot Day avec le Global Footprint Network. C'est l'idée que la planète, enfin notre société en global, notre humanité, rentre en situation de dette écologique de plus en plus tôt. Donc cette année, on était en dette écologique à partir du 29 juillet, c'est-à-dire que la biocapacité, les capacités de la planète à répondre à nos besoins et à gérer, je dirais, pouvoir absorber nos déchets. Donc la planète n'est plus en capacité de répondre à nos demandes de consommation à partir du 29 juillet. Pour la France, c'est le 4 mai. On l'a démontré il y a 2 ans. Et pour l'Europe en son total, c'est le 16 mai. Et alors pourquoi il y a ce décalage? C'est que vous avez les pays du Sud qui ont encore une consommation très réduite par rapport à la nôtre. Nous, en tant que Français, c'est à peu près pratiquement 3 planètes. Et si vous allez vers, si on va vers les États-Unis ou vers des micro-États dans le Golfe, là, on monte à un niveau très très élevé. Donc, ce qui fait que c'est quand même maintenant devenu un marronnier, j'ai envie de dire, du paysage médiatique. Et je pense que ça impacte beaucoup sur la perception du fait qu'on a un mode de vie insoutenable, objectivement, entre une usine à désir qui n'arrête pas de vous demander de consommer, et puis quelque chose de très matériel, parce que l'écologie c'est très matériel, c'est qu'il y a un moment ou un autre, il n'y a pas 2 planètes, il n'y en a qu'une. Donc soit il va falloir vraiment réduire fortement sa consommation, soit il va falloir vraiment penser en plus, je pense, à mieux partager avec les pays du Sud, sachant que tout le système repose sur un continent qui n'a pas un niveau de consommation, je vais dire, au même niveau que les autres continents, c'est l'Afrique, mais qui en même temps a un taux de croissance à 2 chiffres. Donc on sait que l'Afrique, tendanciellement, d'ici 2050, de par sa poussée démographique et de par ce taux de croissance, il va y avoir une vraie tension, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tous vivre sur les dernières ressources qui sont en Afrique. Donc ça, c'est une vraie problématique, et ce qui nous pose bien évidemment la question là-dedans du rôle de la publicité sur le méta-récit qu'on va avoir. Et moi, la question que je pose, c'est quelle contribution va avoir la publicité dans le récit de notre société dans les mois et les années à venir. La publicité que vous utilisez aussi vous-même en tant qu'annonceur. Oui, alors nous, on assume totalement... Vous êtes dans les deux camps, finalement. Alors, on assume totalement la schizophrénie. C'est pour ça que je vous disais qu'ensemble, on est la solution. On n'oppose pas les gens, on intègre totalement. On est un annonceur, on est une grande marque, on travaille avec 50 entreprises, dont la plupart ont été citées. On travaille avec Michelin sur les VA naturels, avec Carrefour depuis 20 ans sur leur système d'approvisionnement, avec Renault sur comment la perception on peut avoir des systèmes de mobilité et passer de la voiture en tant que propriété à un système de mobilité. On accompagne Petit Navire sur la pêche durable et principalement le thon, sachant que le thon est une des ressources halieutiques actuellement avec le plus de pression. L'ensemble des stocks de thon est dans le rouge. On accompagne les JO de Paris. On était sur la proposition de soutenabilité des JO et on va bientôt rendre public le nouvel accompagnement qu'on fait avec Paris 2024. Donc on se déploie sur toutes les activités, le sport, on est dans le Green IT, on a fait une grosse opération avec des gamers, sachant que le streaming est ce qui consomme le plus de bandes passantes et de ressources. Donc vraiment, on prend à bras le corps le sujet, parce que dans notre théorie du changement, il faut qu'on s'engage tous, et en plus on a une matrice d'analyse qui fait qu'il y a à peu près 9 milliards, un peu plus de 9 milliards de consommateurs. On va avoir des problèmes pour leur parler à tous, à moins que toute la publicité change, ce qui me semble tout à fait, peut-être dans les pays du Nord possible, ça va être compliqué en Asie. Et puis derrière, il y a 2 milliards à peu près de producteurs. En revanche, nous, on a identifié 500 grandes entreprises qui font le marché, que ce soit dans la finance, ou que ce soit dans la grande distribution ou dans les assurances. C'est pour ça qu'on travaille avec AXA, par exemple, aussi sur comment ils intègrent le risque biodiversité dans leur matrice d'analyse. Donc nous, on est vraiment sur une théorie de changement à dire que le monde économique, c'est celui qui impacte plus. C'est une source de pollution, mais c'est aussi une source de solution. Et comment on peut faire changer ces entreprises. Donc on l'assume. Et pour finir, un des grands publicitaires a été membre du WWF, fondateur, c'est David Ogilvy, qui est fondateur du réseau Ogilvy. Donc vraiment, nous, on assume totalement la complexité. Alors justement, sur ces 2 aspects, la publicité, vous, en tant qu'annonceur, et puis ensuite votre travail auprès des entreprises. D'abord, vous, en tant que WWF, vous êtes quand même aux premières loges, évidemment, pour être sensible à cette question-là.
votre transition dans votre façon d'utiliser la publicité, elle a opéré depuis quand? Elle se fait comment? Et concrètement, comment vous travaillez sur cette question-là? Alors, c'est vrai que, comme toutes les grandes causes, nous, on a un statut un peu différent. C'est-à-dire que déjà, tendanciellement, on utilise plutôt du web parce que ça coûte moins cher que les autres médias. Là, on peut vraiment utiliser des médias classiques. C'est plutôt sur le fundraising, c'est-à-dire qu'à peu près, on collecte 14 à 15 millions par an. Donc là, on est sur des médias classiques. Donc, on a une politique papier assez stricte. Et ça, je pense que maintenant, les politiques papier sont assez diffusées dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on fait très attention. Il n'y a pas de papier en dehors que des papiers à base de pâte recyclée ou certifiée. On réduit au maximum la consommation de papier. On est vraiment sur de l'opt-in sur les imprimés. Maintenant, les imprimés, il faut savoir que les populations de plus de 55 ans sont vraiment en demande de continuer à recevoir des mailings papier. Ça fait partie aussi des choses qu'il faut intégrer. Les gens, ils ont besoin de ce lien. Donc, on essaye de voir comment on fait là-dessus. Et sur notre plateforme, par exemple, notre site, il est Green IT, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur que toute la construction du site réduise fortement son impact environnemental en termes de consommation, de sollicitation, en particulier de votre CPU sur votre ordinateur. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et puis comme l'a dit Valérie, on est aussi dans les apps. Donc on a lancé une app il y a pratiquement un an avec la Maïf, l'ADEME et la Poste qui s'appelle World for Good et qui est un programme transformationnel qui vise à aider les gens à rentrer dans une transition sur leur consommation. Il y a eu 420 000 téléchargements. Et il y a pratiquement 1 675 000 défis qui ont été relevés par des personnes qui souhaitent changer leur façon de consommer. Et on trouve le même point qu'a évoqué Valérie, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur le do-it-yourself, qui ne sont pas obligatoirement dans la recherche de produits certifiés, ce qui était la tendance lourde des marchés, mais vraiment dans la réduction de la consommation, la réutilisation. Il y a beaucoup de demandes sur les repair cafés. Donc, ce qui montre qu'on a quand même un chiffre de perception assez fort actuellement dans les représentations. Alors, on a vu tout à l'heure, il y a de la part des consommateurs une critique très forte de la façon de consommer aujourd'hui. Vous, comment vous positionnez justement là-dessus? Et sur aussi le greenwashing, parce qu'évidemment, du côté des publicitaires, est-ce que vous êtes dans cette espèce de traque permanente sur le fait de vouloir justement donner des vertus aux actions et à travers le greenwashing en particulier? Comment vous travaillez sur ces questions-là? Sur le greenwashing, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup, qu'on fait beaucoup moins pour des raisons. Déjà, le marché a changé. Nous, les enjeux plutôt que... Il y a des problèmes évidents de surpromesses publicitaires sur les vraies actions des entreprises, sur la réalité des actions. Le système, globalement, il fonctionne. Nous, on est maintenant très concentré, c'est sur l'information, le différentiel d'information des consommateurs. C'est-à-dire que dans la consommation, principalement, les gens vont regarder le prix facial, c'est-à-dire combien ça coûte. Or, ils ne voient pas toutes les externalités qui ne sont pas de fait intégré dans le prix. C'est-à-dire que l'impact sur la biodiversité, le changement climatique, tout ça, c'est pas intégré. Donc les grands combats à venir, c'est par exemple amener, alors c'est dans la directive européenne sur les véhicules légers, à ce que les émissions de CO2 et d'oxyde d'azote soient plus présentes sur l'affichage. Il faudrait principalement que vous ayez le prix, et à côté ce que ça émet, ce que ça consomme, voilà, que les gens puissent faire un acte raisonné. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on n'arrête pas de demander aux gens d'avoir une consommation responsable, mais en vérité, ils sont très peu au courant de l'impact de leur acte de consommation. Vous voyez ? Les autres points aussi sur lesquels on va vraiment pousser, puisqu'actuellement il y a un débat parlementaire sur la loi sur le recyclage, enfin sur l'économie circulaire, c'est vraiment ce que les représentations qui ne sont pas, je dirais... qui sont vraiment totalement, qui vont à l'encontre de la tendance à respecter l'éco-responsabilité, ce qu'évoquait tout à l'heure Valérie, c'est-à-dire cette campagne insupportable de ces discounts qui appellent à la surconsommation, vraiment ça, que ça soit interdit. C'est-à-dire que il faut que la profession se régule. Et vu que la profession a des problèmes à se réguler parce que toutes les agences ne sont pas dans la ACC non plus, il faut vraiment que ça soit vraiment interdit. Parce que, je répète, pour un message éco-responsable, vous avez une cinquantaine de messages qui vous proposent du désir business as usual, sauf qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire comme ça. Donc ça, c'est un point qui nous semble vraiment important et un combat important qu'on va continuer à porter. Donc vous accompagnez concrètement les entreprises, c'est ça? Oui. Parce que cet aspect-là, je le disais tout à l'heure, il est moins connu oui. Dans votre action. Comment vous procédez véritablement? Alors, si on peut avoir un exemple aussi très concret. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on fait, c'est une due diligence, c'est-à-dire qu'on voit sur... l'entreprise, sur son périmètre d'action, en quoi elle a un impact sur le changement climatique, son empreinte eau, son impact sur la biodiversité. Donc ça, c'est un premier temps, c'est un temps d'analyse. Ensuite,
Donc on définit son périmètre d'impact et après on va voir les leviers potentiels à activer pour que ça réduise cet impact. Si on prend le cas concret de Michelin, qui est un gros partenaire de WWF et assez récent, Michelin, un de ses problèmes, c'est les VA. Et les VA, globalement, il n'y avait pas encore de certification des VA durables. Donc on a beaucoup travaillé avec eux sur c'est quoi les critères pour avoir une certification des VA, sachant que les VA, comme l'huile de palme, participent de la déforestation en Indonésie et en Amérique latine. C'est-à-dire que les gens vont couper, mettre le feu à des forêts, et après pour remettre de l'EVA. Comme vous avez la même chose d'ailleurs pour le papier, en Tasmanie, on va couper du bois de la forêt vierge pour mettre de l'eucalyptus. Donc ça c'est un poids très concret, et on travaille avec eux sur leur vision. On travaille d'ailleurs, c'est assez proche de ce que fait finalement Publicis, c'est-à-dire leur vision, comment ils ont une contribution positive aussi, parce que c'est pas simplement monitorer son impact. Le grand enjeu pour les entreprises maintenant, c'est une contribution positive au niveau de la société, et c'est comme ça qu'on les accompagne. Et puis par exemple, si je prends un autre cas, ces petits navires, on commence à leur dire qu'a priori, le ton durable, ça va pas être possible tout le temps. Donc, il va falloir réfléchir à l'évolution du business model. Peut-être pousser plus d'autres poissons dont les stocks sont en meilleur état. Je donne par exemple le cas du hareng ou de la bonite. Donc ça, c'est des choses avec lesquelles nous, on a beaucoup de données dans notre domaine. On est une ONG qui est très portée sur la science, donc on leur partage ces analyses. Et on leur dit, bon, ben, les amis, dans 5 ans, votre business model, si vous ne le changez pas, après, vous êtes vraiment en gros risque. Et ça, en général, une société comme Petit Navire, par exemple, ils embarquent avec vous, c'est-à-dire qu'ils se disent, bah, OK, la science nous donne cet état des lieux des populations de poissons, par exemple, et donc on va faire des efforts, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il faut batailler avec eux pour y arriver ? De toute façon, c'est jamais évident. Dire à une personne, vous avez une résistance au changement. Les entreprises, comme n'importe quelle structure humaine, elles ont un business model, elles ont des parts de marché, elles ne vont pas changer du jour au lendemain, donc c'est pas évident. Mais elles se rendent compte que, la demande change, sur tous les indicateurs de consommation de protéines animales, que vous soyez de la viande ou du poisson, ça chute là. Donc ils voient qu'ils ont quand même un problème sur la représentation. Deuxièmement, le secteur de la pêche, peu de gens le savent, mais 25% des captures, c'est de la pêche illégale. Donc vous allez voir bientôt une prise de parole de Petit Navire avec le WWF, rappelant que faites attention sur le thon que vous mangez. Tout le monde ne trace pas sur... normalement, vous pouvez... Petit Navire et d'autres entreprises ont mis le fait que vous pouvez tracer sur votre boîte de thon jusqu'à l'immatriculation du bateau. Tout le monde ne le fait pas. Sachez qu'il y a 25% du thon que vous allez consommer qui lui participe d'activités illégales, voire mafieuses, avec un non-respect des droits humains. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on essaie d'avancer. Et ils savent que c'est dans leur intérêt. Moi, on les a vus la semaine dernière. Il y a eu un moment qui était vraiment... c'était la séquence émotion. C'est un des responsables de Petit Navire qui nous dit « Moi, actuellement, je vis très mal. À l'école, ma fille ne veut plus dire que je travaille pour Petit Navire parce que ses copines l'agressent sur le côté destruction de la planète. » Donc vous voyez, directeur marketing qui vous dit ça. Et franchement, on a vraiment compati, on a eu de l'empathie parce que c'est vrai que actuellement aussi, il y a un discours qui peut être très dur vis-à-vis des marques et des acteurs du monde économique qui gèrent, je dirais, des décennies de consommation. Ce monsieur, il a fait des études, il n'a pas été formé. Il faut reconnaître que les questions écologiques, c'est l'un des enjeux actuellement, je dirais, des propositions de loi, c'est que vous avez très peu de connaissance qui est partagée au niveau des élites françaises, quoi. Donc il découvre, on ne peut pas lui en vouloir. Après, je répète, on n'est pas écolo, on le devient, donc il est dans un processus lui-même de changement, quoi. Alors pareil, petit point sociologique, vous, pareil, chez WWF, là, pour vous, il y a vraiment un changement dans la compréhension, l'attention de la société portée à ces questions-là aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que c'est très récent, que ça fait quasiment 1 an ou 2 qu'il y a vraiment un changement dans la société. Vous l'observez de quelle manière ? Alors, on l'observe de 3 manières. Un, sur le don. Globalement, dans toutes les grandes causes, le don à l'environnement, il a explosé. Ouais. Toutes les causes sont en train de passer... Depuis combien de temps ? Depuis 18 mois, là, vous avez un croisement des courbes, c'est-à-dire que quand je discute avec les autres DIRCOM de grandes ONG, ils mettent tous de l'environnement quand ils peuvent le faire, parce que à part tout ce qui est santé ou l'être humain, parce que s'il y a un rapport disant qu'il pourra un jour ou l'autre avoir un cancer, une maladie, ça reste assez élevé, tout le reste est en train de chuter. Et nous, on est en train de croître. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, on voit qu'actuellement, quand même, il y a un mouvement de mobilisation récurrent. On voit sur les études de marché, et ça, nos partenaires le reconnaissent, qu'il y a une chute de consommation, c'est-à-dire ce qu'évoquait Valérie. On est passé du produit vert éco-responsable à une vraie approche de sobriété. Alors que
ça aurait pu être comprendre s'il y avait une grande crise, vous voyez, au niveau du pouvoir d'achat, mais il n'y a pas de crise. Et puis, il y a un autre point, c'est les talents. Quand vous avez 30 000 jeunes membres des grandes écoles qui vous disent bah, « moi, je n'irai pas dans une entreprise si elle n'a pas des valeurs », c'était l'année dernière, la pétition qui a été lancée le 8 novembre de l'année dernière, bah, pour les DRH, c'est un vrai problème. Dans le secteur du plastique, malgré des salaires très élevés, ils ne trouvent pas de candidats. Donc là, vous trouvez dans un vrai problème. Ouais, juste un mot, il s'est passé quoi il y a 18 mois? Vous dites il y a 18 mois, on a commencé à avoir des changements. Vous identifiez ça à quel type d'événement finalement? Parce qu'il y a la démission de Nicolas Hulot, par exemple, qui a été un moment pour la France, en tout cas, très important de prise de conscience. Mais déjà à l'étranger, il y avait des marches pour le climat bien avant. L'arrivée de Trump a probablement aussi été un marqueur très important. De votre point de vue, ça correspond à quoi alors? Non, mais je pense qu'il y a depuis l'accord de Paris en 2015, il y a quand même un alignement des planètes qui fait qu'il y a une tendance. Donc, c'est vrai que l'arrivée de Trump et le fait qu'il y ait quand même une grosse partie des entreprises américaines qui disent on reste dans l'accord de Paris et que les villes accélèrent. Enfin, donc ça, c'est un point. Il y a aussi, nous, les messages, on voit qu'ils sont de plus en plus repris par les médias. Donc, il y a aussi une sensibilité des médias qui fait que, franchement, s'il n'y a pas de semaine où il n'y a pas des gros sujets environnementaux, et puis il y a ce mouvement d'entraînement au niveau de la jeunesse qui fait que là, on sent que par rapport à ce qu'on a peut-être vécu par le passé, là, on rentre dans quelque chose un peu plus dur en termes de modification des représentations. Bon, on sort un tout petit peu de notre discussion sur la publicité, mais c'est intéressant d'avoir le contexte général, parce qu'évidemment, il influence tout le reste, et évidemment le secteur qui nous intéresse aujourd'hui. Gildas Bonnel, président de l'agence CIDIES. Alors, un petit mot sur l'agence, sur votre éthique, sur votre philosophie, et puis ensuite sur votre travail autour de la pub. Alors, j'ai deux casquettes là. J'ai envie de changer de casquette. Peut-être je ferai ça quand je changerai de casquette, parce que je suis président d'une agence de communication qui est exclusivement dédiée au sujet de responsabilité des marques et des entreprises. Donc, moi, ce que je traite au quotidien, c'est ça. C'est des entreprises et des marques qui viennent nous voir en nous disant « Allô Houston, on a un problème ». On a un problème parce qu'on essaye de dire quelque chose d'indicible. D'accord ? C'est indicible parce qu'on n'a jamais été aussi bas dans la confiance des Français sur le discours des entreprises. Le baromètre Greenflex, ADEME que Valérie vient de citer, on est à 27%, 25%, 27% des Français qui croient encore le discours des entreprises. Et la dernière étude Interbrand de 2017, on était à 7% des Français qui croyaient les marques. Donc on est au fond du seau, quoi. Et on est au fond du seau pour tous les émetteurs de messages. Les journalistes, les politiques. Je pense qu'il y avait une superbe étude de La Poste sur la confiance qui s'est arrêtée, je crois, en 2014, malheureusement, où quand même les Français à 99% croyaient leur conjoint. On est très malheureux pour le 1%. Mais donc, plus c'est proche de nous et plus on croit. Et nous, les grands émetteurs, en tout cas les marques et les entreprises, on a un énorme enjeu de communication. Donc je vais parler de ça, mais je voudrais aussi de temps en temps répondre, considérez-le, que je parle aussi au nom de ce qu'on fait depuis le Grenelle de l'environnement dans nos métiers pour essayer de transformer ce collectif, ces 12 000 collaborateurs qui sont dans les agences de publicité et qui aujourd'hui perçoivent ce que disait Valérie tout à l'heure très justement. On est à l'écoute des gens tout le temps, on est sur les études de consommation, on voit toutes les tendances, on voit les entreprises qui sont en train de galérer à changer de modèle économique. Donc moi, mon métier, c'est ça, c'est de répondre à un enjeu de communication, alors que, Jacques Olivier le disait, on a plein d'outils dans la communication. Mais en fait, ce qui vous a fait venir peu nombreux, et c'est assez rassurant en fait, le fait que vous soyez peu nombreux, c'est que nous, les professionnels, on est en tension en permanence sur le sujet de la publicité et de la responsabilité de la publicité. On se prend la tête, on s'est fait des échanges extrêmement vifs au moment du Grenelle et après sur la réformation de nos métiers parce qu'on est dans un monde et une société qui est assez publiphobe. Alors, on sait pourquoi la société est publiphobe, parce que l'exercice publicitaire, pour y revenir, l'exercice publicitaire consiste à rentrer dans un cadre extrêmement court, 30 secondes en télé, une affiche dans la rue, une page dans un magazine, et d'essayer d'attirer votre attention, de vous transmettre un message de maximum et de créer de la mémorisation. Et comme on vient d'une culture qui pendant 40 ans a fait la fête, où on faisait la blague parce qu'on pouvait rire de tout, hein, demain j'enlève le bas, et puis
Homo, c'était ça, comment s'appelait cette marque de lessive là, avec le singe, vous savez. On était dans une espèce de délire où on racontait une histoire et où c'était facile. Et donc on est toujours dans un exercice publicitaire dont l'objectif est de faire en sorte de communiquer un message qui est de plus en plus important parce qu'on parle de consommation, parce qu'on parle de changement de modèle, de changement de comportement, mais dans un exercice qui est extrêmement court. Or, les sujets qu'on a évoqués ici, là, c'est des sujets de changement de consommation, changement de comportement, d'usage, un nouveau rapport, une nouvelle distance avec les produits et les services, et donc ça demande un temps long. Donc je voulais le ramener en préambule parce que c'est compliqué du coup. Et souvent les Français sont assez critiques sur la publicité parce que la publicité, elle a pendant des années semblé complètement décorrélée d'une préoccupation montante dans la société. Et je suis content que Valérie ait rappelé que notre métier dans les agences dites de publicité, c'est la communication. Et la communication, ça consiste d'abord à écouter les gens très bien, à écouter les entreprises dans leur modèle économique. Vous aura peut-être pas échappé, peut-être pas ici, mais ici je le sais, le patron d'Unilever en juin dernier, alors qu'on a un énorme événement de la publicité qui s'appelle les Lions, un grand festival international qui se tient à Cannes, le patron d'Unilever s'est fâché tout rouge et a dit on va arrêter maintenant de faire croire que les marques peuvent mettre des capes pour sauver le monde et jouer les super-héros. Donc je demande à toutes les agences et toutes les officines de ne pas approcher mes marques. Unilever, c'est Magnum, c'est Knorr, c'est Lipton, c'est 400 marques. Hein. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on ne peut pas promettre, une marque ne peut pas prendre les artifices que nous avions il y a encore 10, 15, 20 ans pour dire allez, sauvez les pâquerettes, sauvez les papillons. Voilà. Cette façon de faire la publicité ne marche plus aujourd'hui. Alors pour revenir à mon agence, à ce que je fais au quotidien depuis longtemps, c'est d'aider les entreprises à accoucher. En fait, on est des thérapeutes, hein, on fait de la maïeutique. On aide le groupe social à accoucher non pas de ce qu'ils sont, c'est-à-dire l'ADN, parce que pendant des années, les marques et les entreprises ont travaillé leur ADN. J'aime bien dire que c'est comme quand vous invitez des copains un samedi soir à dîner et que vous avez un copain relou qui va parler de lui pendant une demi-heure. C'est pas intéressant en fait. Ce qui est passionnant dans un apéro et dans un dîner, c'est quand on parle du monde. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est ça, c'est de dire avec une marque ou avec une entreprise, dire dans quel monde on est. Et de parler vraiment, de partager vraiment sur dans quel monde on est. Parce que quand on va au bout de cette énorme dépression, parce que c'est horriblement dépressif dans toutes les entreprises, je pense que je le ferai à France Inter, ça serait la même chose à l'ADEME aussi, peut-être chez toi aussi au WW, c'est vraiment, on en est là. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour mon avenir, j'ai peur pour ma santé. Et une fois qu'on est descendu au fond de la piscine et qu'on dit « Ok, mais dans ce monde-là, nous, on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, on va essayer d'aller chercher un sursaut, qui est un sursaut de dire par exemple, pour Nestlé Chocolat, c'est pas rien le chocolat. C'est pas rien le plaisir, c'est pas rien la première mousse au chocolat avec son gamin. Voilà. Aller se reconnecter avec un ensemble et un imaginaire et un grand récit dont tu parlais tout à l'heure, qui permet d'aller parler de la suite. Parce que les grands enjeux, c'est de communiquer sur ce qui nous arrive collectivement. Mais ça, c'est pas si j'étais clair. Parce que finalement, dans ce moment qui est très perturbant pour tout le monde, il y a une phase très très sombre, évidemment, sur l'état des lieux, hein, de ce qu'est aujourd'hui l'environnement et l'état de la planète, mais aussi, il y a quand même quelque chose, je pense, qu'il faut valoriser, qui peut-être va nous permettre de nous en sortir aussi, et de ne pas tomber tous dans la dépression. C'est quand même aussi ce que ça génère comme créativité. Et la créativité, c'est à l'échelle de la société, de la cité, des immeubles, des quartiers, et dans vos métiers aussi. Il y a quand même quelque chose, et on s'en aperçoit aujourd'hui quand même, tout le monde bouge parce que tout le monde se pose des questions, et ça génère quand même une dynamique et de l'imaginaire et de la créativité, parce qu'il faut réinventer un monde. C'est pour ça que là, je remets ma casquette corporatiste. Au moment du Grenelle de l'environnement, quand on a élaboré notre feuille de route, en tout cas nos piliers de responsabilité, on avait d'abord parlé d'éco-conception, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour réduire l'impact environnemental de notre travail, d'un site ou d'une application web, d'un film, d'un mailing. Et ensuite, en deuxième, on avait mis la responsabilité des messages, puis la gouvernance de nos entreprises. Et en fait,
depuis lors, et rapidement, on s'est aperçu que le premier sujet, c'est la responsabilité des messages. Et ce qu'on met dans la responsabilité des messages, c'est la responsabilité qu'on a quand on couvre les murs de la ville, avec des questions qu'on peut se poser sur l'acceptabilité en fait, de laisser le système capitaliste s'inviter dans la ville, hein, c'est un autre sujet. On a une immense responsabilité. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est que le désir? Et finalement, c'est quoi le miroir du monde que nous offrons à vivre? Et oui, dans les cités, et oui, dans les journaux, c'est quoi le monde dans lequel on est? Parce que les publicitaires, on se nourrit des tendances, on regarde le monde, on regarde ce qui bouge, ce qui intéresse les gens, et on rebondit dessus créativement. Mais il faut faire super attention. Je vais prendre un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on accompagne l'agence bio et le Signal Bio. Quand aujourd'hui une marque parle du bio, si dans sa publicité elle dit le bio c'est bon pour la nature et c'est bon pour la santé, alors que 20% des Français font leur caddie à 1 euro près, 20% des Français font leur caddie à 1 euro près, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la chopeuse, comme on dit affreusement dans nos métiers, de la consommatrice qui se promène avec son caddie et qui n'a pas les moyens d'acheter le produit en bio? Je pense que ça participe d'une colère sociale, d'une incompréhension, d'une rupture sociétale qui est hyper importante. Donc nous, dans nos métiers, on doit prendre tout ça en compte et on doit jouer de ça en permanence. J'ai répondu un peu ? Oui, mais alors sur la créativité, c'est ça, c'est vraiment réinventer aussi les messages. C'est-à-dire que là, oui, il faut vraiment passer à autre chose. Absolument, mais avec au bout d'une chaîne, quoi. Absolument, mais avec une espèce de ligne qui est difficile à faire comprendre au grand public, mais qui est une ligne de conduite de toutes les ruptures qui sont autour de nous. Je vais prendre un autre exemple parmi mes clients, Erta. Erta, c'est la marque préférée des Français. On aime dire ça parce que c'est la marque la plus choisie par les Français. C'est dans 90% des frigos. Partout en Europe, c'est Coca-Cola. Okay. Erta, pâte à tarte, jambon, lardon, plat cuisiné. C'est principalement du jambon. Aujourd'hui, la mission d'une marque comme celle-là, c'est d'accompagner le changement de consommation vers une protéine végétale. Donc, c'est accompagner une nouvelle marque qui s'appelle Le Bon Végétal, qui marche super bien. On est très content. Mais derrière, quand on pousse en publicité le message sur « passons au végétal », il y a toutes les filières des éleveurs en Bretagne qui sont toujours pas loin de vider du purin dans les Leclerc. Je veux dire, on est toujours un souci, ou en tout cas un abîme d'acceptabilité de toutes les communautés qui font notre société. Sauf que quand même aujourd'hui, des agriculteurs qui vont déverser du purin, quelle force ils ont objectivement par rapport à la société qui n'accepte plus la souffrance animale, les conditions dans lesquelles sont élevés ces animaux, les dangers pour la santé, peut-être aussi de la viande. Bon, voilà. Est-ce que quand même ça va finir par céder de toute façon, parce qu'ils ne pourront pas s'opposer à ça, non? Oui, mais moi je reviens dans notre sujet de la publicité. C'est-à-dire que nous, notre boulot, la communication, c'est d'être extrêmement attentif à une société qui soit apaisée. Parce que quand tout d'un coup, l'éleveur qui a ses préoccupations, on connaît combien le monde paysan souffre en ce moment, sort de chez lui et arrive dans la ville et voit ces affiches qui l'agressent parce que tout d'un coup on lui renvoie un modèle. Voilà, bien sûr. Il faut accompagner tous ces changements-là de façon pacifique parce que nous avons une responsabilité sociétale. J'aime bien le dire de temps en temps. Oui. Alors Delphine Lalu, on va parler avec vous, directrice donc de la RSE et des fondations du groupe AG2R ou de la fondation, des fondations, hein. Des fondations, voilà. Enfin, on a plusieurs fondations. Et présidente donc de la section des activités économiques au Conseil économique, social et environnemental. Alors on vous écoute. Qui sait ici ce que c'est le Conseil économique, social et environnemental? Là, juste là, parmi dans le panel. Et dans le public, voilà, histoire de dévier un peu la honte. J'ai vu une main, 2, 3, 4. Bravo, c'est mieux que mes étudiants à Sciences Po. C'est la troisième chambre de la République, celle qui est consultative, qui représente les corps intermédiaires. Depuis Nicolas Sarkozy, il y a un grand groupe de l'environnement, il y a les associations qui sont rentrées. C'est la chambre qui vient en soutien du Parlement, qui représente ce qu'on appelle la démocratie sociale. Et tous les sujets dont nous parlons depuis tout à l'heure
on les traite. On les traite parce qu'on représente la société civile organisée, les syndicats, les employeurs, tout le monde. Et en fait, tous les membres de ce panel, d'abord le VBF est représenté, Isabelle Autissier en est membre, je pense qu'il y a le monde de la communication est représenté aussi, et d'ailleurs tient ses positions dans la section de l'éducation, ce qui est intéressant. Et je pense que vous devriez non seulement connaître, mais vous devriez lire et faire lire tous les rapports et tous les avis qui sont rendus par cette troisième chambre, parce qu'en fait, elle est un observatoire vivant des préoccupations économiques, sociales, sociétales, environnementales, et qu'elle propose, elle produit des avis, des préconisations. Et vous avez, Madame, l'ADEME, on vous auditionne souvent. On a besoin de vous souvent, vous êtes hyper sollicité par nous, vous nous aidez vraiment à mieux comprendre. On a traité en section des activités économiques la question de l'économie circulaire plutôt que de l'économie de la fonctionnalité. Et on a pris soin d'ailleurs d'éviter la question de l'économie de la fonctionnalité tellement il faut du temps pour penser le partage de la valeur et il faut du temps pour bien réfléchir à ce que signifie la propriété. Et ce n'est pas décalé par rapport au débat de maintenant. Et on a, voilà, sur tout ce que vous avez dit, on a tout un tas d'avis. Alors, excusez-moi d'en avoir parlé parce qu'on vit dans un monde de communication où la communication, vous l'avez dit, est très puissante et donc très responsable et très utile. Et moi, je suis fille de journaliste, j'aurais voulu être journaliste et j'ai pas pu être journaliste parce qu'il n'y avait pas de boulot dans la presse en 1994. J'ai travaillé gratuitement pendant 2 ans et j'ai été obligée, pour gagner ma vie, d'aller en agence de com. J'ai tenu 6 mois et je suis partie dans le secteur associatif pour faire des choses. Et ensuite, j'ai créé des fondations et c'est comme ça que je suis arrivée dans le champ économique. Je n'ai aucune compétence économique. J'ai fait comme j'ai pu avec les moyens du bord, ce qui est d'ailleurs le cas de la plupart d'entre nous, des salariés. Et vous avez parlé de cette schizophrénie, de cette tension. Je pense qu'on est tous en tension avec cette question de la publicité. Je vais évacuer très vite AG2R La Mondiale parce que nous sommes un sponsor de Atmosphère. J'ai une vision du sponsoring qui est très responsable. Je pense qu'un sponsor, comme un mécène d'ailleurs, ne doit jamais conditionner le soutien qu'il apporte au contenu et au retour. Alors un retour sur image, la contrepartie du sponsoring, c'est ce logo. Il est noyé au milieu de tous les logos, c'est formidable. J'aime le sponsoring parce que le sponsoring et la pub, c'est super clair. Sans la publicité, il n'y aurait pas de presse indépendante. Parce que rien n'est gratuit et que Émile de Girardin et Delphine Gay de Girardin, au XIXe siècle, ils ont inventé la pub. Ça, quelque part, ça a aidé considérablement la presse à se développer. On est sorti de l'ORTF grâce à cette société de la consommation et la pub qui a permis aux journaux d'avoir, par leur stratégie de diversification des annonceurs, pu tenir la route. Donc, en bonne fille de journaliste, vraiment militante d'une information indépendante, je tiens à la publicité parce que c'est clair. En revanche, là où je rejoins totalement ce que vous avez dit très brièvement tout à l'heure, le problème pour moi, ce n'est pas la publicité, c'est l'ensemble des stratégies, enfin c'est les stratégies de communication, l'occupation du temps de cerveau disponible qui est devenu surréaliste, la mauvaise gestion ou la gestion cynique du temps collectif et du temps de parole et du temps d'échange collectif et la mauvaise gestion de la responsabilité de la marque, du développement économique par la marque. Et donc, on ne peut évidemment, de mon point de vue, pas décorréler la question de la responsabilité de l'annonceur avec son modèle économique. Le modèle économique de l'annonceur conditionne sa puissance de feu en communication. AG2R La Mondiale est un tout petit annonceur. On est 30e dans le... C'est pour ça que je vais l'évacuer très vite, parce que je vais paraître exemplaire. Mais je ne suis pas exemplaire parce que Vous êtes 30e dans quoi? Pardon? Vous êtes
30e dans quoi? 30e dans le pôle, vous savez, dans la liste des annonceurs dans l'assurance. Donc on est un annonceur ridicule, on n'existe pas en assurance, mais on n'existe pas. Et ça s'explique pour 2 raisons. D'une part, pourquoi on n'existe pas? Parce qu'on n'investit pas d'argent. C'est beaucoup d'argent pour être dans le top des 3 premiers. Et c'est donc des campagnes, et c'est les campagnes nationales. Nous, on a décidé de les arrêter en 2012, avec une exception il y a 2 ans. Comme on avait changé notre promesse de marque, il fallait le dire à nos clients, et que donc il fallait refaire un peu de campagne. Mais sinon, on a arrêté ça. Et AG2R, la mondiale avait, je me souviens, il y a eu une pub de la mondiale avant que je rentre à la mondiale. C'était la pub du cheveu blanc qui m'avait traumatisée, qui m'avait parlé parce qu'on voyait des jeunes, une jeune de 30 ou 40 ans, le premier cheveu blanc. Et donc le cheveu blanc, j'ai réalisé que dès qu'il y avait le premier cheveu blanc, il fallait que je mette de l'argent sur un contrat d'assurance vie pour penser à ma retraite. Ça m'a traumatisé, ce truc. Et bizarrement, je suis allée à la mondiale. Alors je veux aller savoir pourquoi. Mais sinon, notre groupe ne fait pas de pub. Alors pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'argent pour occuper le terrain publicitaire. Et puis, il faut que le rapport coût-bénéfice vaille le coup. Et là intervient la question du modèle économique. Nous, notre modèle économique, il est simple. On n'a pas... qui rejoint la question de la vocation, de l'objet social. De l'objet social, avant de parler de raison d'être, on est un produit... Qu'est-ce qu'on vend? On vend de l'assurance vie. C'est un produit qui est très technique. Je caricature beaucoup, volontairement. Dites pas qu'AG2R Mondial fait que de l'assurance vie, parce qu'il me faudrait 10 minutes au moins pour vous expliquer ce que fait tout notre groupe, parce qu'on gère aussi la retraite complémentaire obligatoire. Mais donc justement, on le gère pour le compte des syndicats, du patronat et de l'Agir Carco. Donc là, on n'est pas dans l'assurance. Donc je parle que de la partie assurance vie du groupe. Donc on vend de l'assurance vie, c'est très technique. Donc qui dit produit technique dit besoin de temps pour expliquer. Donc le format de la pub est contre-productif, à moins de considérer l'assurance vie comme un produit d'appel pour vendre autre chose. Ce que font certains grands assureurs qui sont nos concurrents et qui mettent beaucoup d'argent dans la pub. Et qui ont mis beaucoup d'argent depuis le début des années 80 dans la pub pour faire de la pub, de l'assurance, un produit d'appel pour vendre quoi? Du service financier. Et ça fait partie de pas de notre ADN, parce que, en fait, les messieurs, juste avant, nous ont expliqué que l'ADN était un truc inerte. Donc, ça fait partie de notre cerveau, de notre volonté, je ne sais pas moi, de ce qui se passe, des processus qu'on met en place et de la volonté de qui on est. On a un groupe paritaire et mutualiste. On a des gens qui nous gouvernent, qui savent qu'ils ont besoin de sécurisation, etc., d'un objet technique. Et ben, ça fait partie de notre corps social que de dire que l'assurance n'est pas un produit d'appel, l'assurance dépendance, c'est pas un truc qui se vend comme ça, comme on vend des voitures, et que d'ailleurs on ne fait pas de rabais sur l'assurance, parce que sinon ça veut dire qu'on envoie un message antagoniste à ce qu'est l'assurance fondamentalement. Donc c'est d'abord parce que le produit d'assurance, et parce que nous croyons à ce qu'est l'assurance, c'est-à-dire un système de mutualisation des risques. En gros, vous payez pour ne jamais avoir besoin, en gros, d'utiliser l'argent. Enfin, on vous payez presque pour... Le rêve, c'est que l'argent que vous avez versé, vous le récupériez jamais, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Allez expliquer ça. Je veux dire, c'est contre-intuitif. Donc, quand vous êtes sur un métier totalement contre-intuitif, vous ne pouvez pas avoir des processus de communication qui tiennent en 30 secondes. Ça, c'est impossible. Donc après, ça se traduit. On a plutôt une communication communautaire. Et là, moi, j'ai d'autres enjeux de responsabilité. Mes enjeux de responsabilité, pour le coup, c'est les médias sociaux. C'est comment je gère les médias sociaux, comment je gère les données des clients, parce que rien n'est gratuit. Donc, toutes les nouvelles formes de communication, de nouvelles manières d'embarquer le consommateur, l'assurer dans la coproduction du produit, du service, et de ne pas le payer pour ça. Parce que c'est ça les nouvelles méthodes, ça fait juste 20 ans que ça dure, mais c'est seulement maintenant qu'on en parle. Il y a un usage des données privées de vos clients. C'est des enjeux de responsabilité majeurs dans la période actuelle qui ne sont toujours pas apparus dans le débat.
Aujourd'hui, nous, en tant que directrice de la RSE, je vérifie que la direction de la com rentre et respecte bien les guidelines RGPD et autres de conformité qui sont définis et contrôlés par des directions internes formées pour ça, etc. Après, peut-être sur la transition environnementale, parce que le temps passe. J'ai fini. Sur la transition environnementale. J'aimerais vraiment vous entendre là-dessus, parce que c'est le sujet qui nous réunit là aujourd'hui. Sur la transition environnementale, j'ai pas. Et la publicité, évidemment. Oui, nos impacts, ils sont indirects en fait. Ils sont totalement indirects parce que l'assurance produit peu. Donc par la publicité, c'est par le sponsoring qu'éventuellement on a un impact. On a deux vecteurs d'impact négatif. Indirect chez AG2R La Mondiale. Le plus gros, c'est l'investissement, c'est la gestion d'actifs. Donc le cœur de notre responsabilité, le temps que je passe avec les directions financières, c'est plutôt là que je vais, et on travaille avec les Amis de la Terre, le VVF, qui justement rentrent dans nos modèles économiques, travaillent avec nous sur les modèles économiques, qui est donc le modèle de la gestion d'actifs. Et sur le sponsoring, et le deuxième, et les achats. Donc vous avez les achats, le sponsoring, mais qui sont mineurs par rapport aux impacts indirects produits par la gestion d'actifs. Le sponsoring, c'est le Tour de France et la Transat. J'ai eu ASO, parce que c'est vrai que... Alors ASO, c'est la société qui produit... c'est la plus grosse agence, l'entreprise qui produit à peu près tous les événements sportifs de ce pays. ASO, ils ont fait une mue assez incroyable depuis que je les connais. En 10 ans, il y a une accélération qui correspond à ce que vous avez tout à fait défini. C'est la période des 4 dernières années. Avant, il y a 4 ans, on ne pouvait même pas aborder le sujet. C'était un non-sujet. Depuis 4 ans, ils ont accéléré de manière assez radicale. Alors, c'est pas facile. Il faut prendre événement par événement. Sur le Tour de France, c'est un truc complexe. On n'a toujours pas la possibilité d'établir un bilan carbone du Tour de France. Ils en sont conscients. Je sais qu'ils travaillent avec vous, mais il faut imaginer que c'est lié à la mécanique même du Tour de France. D'ailleurs, ils m'ont sidéré parce qu'ils m'ont dit nous, on veut faire un bilan carbone très global qui embarque les téléspectateurs des 193 pays. Alors là, je me suis dit c'est juste colossal, c'est impossible. Donc, ils sont dans ce... Mais nous, on est un partenaire parmi d'autres, on est un sponsor parmi d'autres. Et donc, pour un mécano comme le Tour de France, c'est à la fois, ça embarque les sponsors, les annonceurs, mais ça embarque surtout les collectivités locales, les villes, tous les clients, les gens qui veulent le petit bout de saucisson dans un machin plastique, qui veulent les bonbons, volontairement je ne donne aucune marque, les bonbons dans un machin plastique. Si vous enlevez ça, cette année, il y a eu plusieurs étapes où il n'y en a pas eu. Nous, on en a entendu parler, on a eu des coups de fil, comment ça, on n'a pas eu le saucisson machin, le bonbon bidule. Les gens ne comprennent pas, je veux dire, ils sont drogués quand même, excusez-moi, mais c'est compliqué. Donc, on met beaucoup de temps à détruire, on met peu de temps à détruire, il faut beaucoup de temps pour ensuite transformer les usages. Et simplement, ce que je voudrais dire, pour moi, la responsabilité des communicants et de la communication aujourd'hui, elle est entière, c'est-à-dire que, et c'est positif ce que je dis, vous avez un vrai rôle à jouer. Mais moi, j'aimerais qu'on ait une réflexion sur comment financer et comment repenser le modèle économique d'une information indépendante et générale, parce qu'il y a quand même des relations de cause à effet. Un grand annonceur aujourd'hui a beaucoup plus d'influence dans les contenus et dans l'information générale que quelqu'un qui n'est pas annonceur du tout. Et ça va beaucoup plus loin. Tous les baromètres, tous les baromètres, les concours, les défis, les labels, toute cette industrie du label et du baromètre est totalement influencée et orientée par ceux qui paient. Et bien sûr que les consommateurs ont raison de ne pas avoir confiance. Pendant longtemps, on a pris les citoyens français pour des abrutis, considérant qu'ils ne se rendaient pas compte des manipulations. Moi, je pense qu'ils se rendaient parfaitement compte des manipulations, et simplement, ça faisait partie de la société du plaisir et du loisir. Parce que la créativité, la création, c'est ça, le beau métier de la communication. Ça donne du rêve, et le rêve, on en a besoin. Donc, je pense que les citoyens, longtemps, ont été absolument dans une logique de servitude volontaire et assumée, y compris au sein des couches populaires. Mais maintenant,
ils comprennent que ça a des effets et ils ne veulent plus de tout ça. Voilà, et c'est très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Merci à vous. On va terminer avec Josué Pichot, donc le fondateur et directeur de F5, et puis ensuite on pourra dialoguer ensemble, et vous pourrez aussi dialoguer entre vous si vous avez envie de rebondir sur ce que vous venez d'entendre. Il nous restera un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, F5. Oui, c'est court. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'ailleurs, on a la marque en question qui distribue des petites sucreries sur le bord du Tour de France chez nous. Voilà, pour revenir, pourquoi il y a notre logo, en fait, nous, on ne l'a pas demandé. À la base, on a fait le site et on a essayé d'aider le festival Atmosphère juste gratuitement, mais j'y reviendrai. Et du coup, ils ont voulu nous mettre dessus. Merci beaucoup. Merci Pascal. Et c'est d'ailleurs Pascal qui m'a demandé si je voulais bien intervenir à cette table ronde. Du coup, j'ai créé mon agence en 2008, donc il y a 11 ans. Les choses étaient très différentes. À la base, le digital, on ne voulait pas du tout être de la pub, en fait. À la base, on était un peu punk et on trouvait que la pub, c'était de la merde. Et justement, on avait d'autres formats, c'était un territoire de créativité absolue. Et justement, on se disait que le digital, en fait, le web allait changer le monde résolument, que ça allait donner l'accès à l'information, que ça allait forcément permettre de tout changer globalement. On voit qu'on en est loin. Voilà, donc c'était aussi en fait à la base. Moi, je suis plutôt un petit banlieusard. D'ailleurs, je suis plutôt là en tant que citoyen plutôt qu'en tant que président ou directeur d'agence, vice-président d'ailleurs. Et cette envie de changer le monde, c'était ma mère qui me disait va toujours le plus haut possible. Et c'est là qu'on t'écoutera. Une fois que tu seras tout en haut, tu pourras changer les choses. Preuve en est que je suis à mon plafond de verre et ça change pas grand-chose. En attendant, Internet, j'y ai cru. C'est aussi pour ça, je me disais, Internet, ça peut vraiment être quelque chose qui change tout. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas du tout devenu ce qu'on espérait. L'accès à l'information, c'est surtout un accès à la désinformation. Et là où on avait du temps, où on pouvait faire des choses, des contenus interactifs, des clips interactifs, des webdocs, où on pouvait prendre du temps, expliquer beaucoup de choses. On a travaillé sur beaucoup de choses comme ça chez F5. Aujourd'hui, le format roi chez nous, c'est pas 30 secondes, c'est 6 secondes. C'est 6 secondes où on tabasse les gens, où le principe, c'est un principe narratif, où on arrive avec un hook, donc le but, c'est hameçonner les gens pour qu'on essaie de leur faire passer un message le plus vite possible. Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup à ça que sert Internet, malheureusement. Et au-delà de ça, donc, en 2008, donc, mon agence s'appelle F5 parce que F5, c'est le bouton qui rafraîchit l'écran. En fait, à la base, c'était une blague de geek. C'est juste de dire, quand on clique sur F5, ça rafraîchit l'écran. En général, on disait au client de vider son cache aussi. Mais du coup, on a choisi F5 parce que vider son cache, c'était pas forcément très corpo. Et on ne pensait pas à cette époque-là que, en fait, F5, ça serait aussi vrai, c'est-à-dire que tout a changé. Donc le temps de narration, les technologies, les usages, les supports, l'arrivée en masse des réseaux sociaux. De la même manière, on aurait pu se dire que c'était quand même quelque chose de plutôt bien à la base. Quand on voit ce que fait Instagram et l'impact que ça peut avoir sur même des endroits magnifiques sur la planète, voilà, on se dit que Internet est vraiment pas du tout devenu, en tout cas moi, ce que j'en espérais. D'ailleurs, dans les métiers, nous on a refondu le site du Tour de France il y a plusieurs années, maintenant il y a plus de 5 ans, donc là c'est une nouvelle version qui est en ligne. Mais voilà, le but, quand on refond un site, par exemple, en UX, donc on part de l'utilisateur, et on se dit comment on va faire pour l'intéresser le plus longtemps et faire des parcours pour que pas qu'il s'y perde, au contraire, qu'il trouve ce qu'il veut et qu'il trouve finalement un peu sa dopamine. Donc vous le savez, aujourd'hui, il y a des courants qui essayent d'essayer de dire design well spent, time well spent, pour essayer que les gens, voilà, on les embarque pas trop longtemps. Mais typiquement, quand on avait refondu le site du Tour de France, on avait multiplié par 4 le temps passé dessus. Voilà, à la base, on est très content de dire ça aux clients, et puis au final, on se dit, est-ce que finalement, ça a vraiment un impact positif? En tout cas, voilà, la grosse différence aussi de la publicité digitale, parce qu'il y a 2 ans encore, j'aurais dit, non, je ne travaille pas dans la publicité. Ce qui n'est pas vrai. Et c'est que la publicité digitale, justement, ça a été quand même une grosse révolution aussi dans la publicité, c'est-à-dire qu'à la base, avant, il y avait la coupure télé, tu subissais le message, voilà. Donc, nous, on n'a jamais, moi, depuis le début que je travaille
dans la publicité digitale, finalement, la communication digitale, nous, on a un utilisateur qui n'est pas patient. S'il n'en veut pas, il va faire autre chose. Donc, ça a aussi changé cette manière d'aborder les choses et donc, justement, de se concentrer sur l'utilisateur, malheureusement, avant tout, pour essayer de vendre. Effectivement, de toute façon, Internet est financé par la publicité. Hein. Mais donc, du coup, on hésite tout le temps entre l'intrusif et comment on peut faire pour donc, hooker tous ces gens. Ce qu'il faut se dire, c'est que avec toute cette expérience-là, c'est que donc notre but, c'est de vendre, et qu'en général, ceux qui ont besoin d'être vendus, c'est pas des gens qui sont vraiment les plus utiles. Finalement, on est souvent aussi sur du consommable, sur du jetable, enfin de l'utilisable, jetable en une fois. Et d'ailleurs, ça me fait penser que du coup, dans toute cette expérience, nous, on a essayé d'aller chercher des clients plus verts, tout ça, j'en ai rêvé pendant une période. Ce qui a fait qu'on a travaillé pour Ecofolio, qui était l'éco-organisme responsable du recyclage du papier, suite au Grenelle de l'environnement, les pollueurs, payeurs. Donc il faut savoir aussi que ça est quand même une assez énorme, vaste blague, en tout cas pour moi. Aujourd'hui, Ecofolio et Eco-emballage, c'est Citeo. Ça nous donne de magnifiques publicités avec juste une petite bouteille de plastique. Là, c'est la dernière que j'ai vue dans un magnifique bois, bien éclairé. Et puis il y a marqué « Il était une fois », je sais plus, enfin un truc dont on s'en branle, franchement. Excusez-moi le mot, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui payent cette publicité, enfin les gens qui décident, qui valident cette publicité, finalement, c'est ceux qui produisent ces bouteilles en plastique. Donc c'est ça que j'ai appris en travaillant pour Ecofolio, c'est non, on va pas trop loin, parce que quand même... Non, mais quand même, ceux qui décident à la fin, c'est vu que c'est ceux qui polluent, en fait, on ne va jamais dire dans une pub pour le recyclage, arrêtez de consommer des bouteilles en plastique, buvez de l'eau du robinet, s'il vous plaît. Jamais. Non, c'est, oh bah tiens, alors je suis content parce que c'est pas nous qui l'avons faite, parce que ça m'aurait fait mal au cœur. Ah, la bouteille de Fanta devient une bouteille de Coca, génial. Sachant que dans tout ce qu'il y a de tri, enfin on trie, mais on ne sait pas vraiment où ça va. Et sans vouloir alimenter les gens complotistes, hein, non, ils essaient vraiment de recycler et de refaire, mais les filières ne sont pas toujours là, notamment sur le papier. Il faut savoir qu'en France, on est très en retard, mais bref, je ne vais pas vous apprendre tout ça. Mais voilà, donc c'est triste parce que finalement, tout cet argent qui est dépensé massivement pour des énormes campagnes de publicité, il n'est pas fait non plus dans un objectif de raconter un nouveau récit, justement, et d'éduquer. Et du coup, on travaille aussi... donc, pour des très grosses marques, donc on voit les études Kantar, vous savez, ils demandent aux gens leurs avis, machin, donc on voit vraiment que là, on est tous en train de bouger sur notre manière de consommer, ça fait flipper tout le monde, tous les annonceurs, donc ils essayent tous très vite de changer les choses, voilà, mais même chez les annonceurs, même chez les GAFA, parce que je travaille aussi pour les GAFA, enfin, tout le monde a cette prise de conscience, et chez les créatifs, dans les agences, c'est terrible aujourd'hui de travailler justement et de se dire mais comment faire, parce que ça brise le cœur. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de collègues qui ont des problèmes éthiques à travailler sur certains des sujets qu'on a. Il y en a qui cherchent à partir ailleurs. Il y a des vrais mouvements de gens qui se disent c'est plus possible. Sauf que de l'autre côté, moi je respecte ce que me disait ma mère de dire va le plus haut et sers-toi de ce que tu sais faire. Donc plutôt que de essayer de trouver des annonceurs qui soient plus propres, parce que finalement on nous demandera quand même de vendre le truc, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de travailler gratuitement, voilà, à côté, d'essayer de faire un nettoyage de karma ou je sais pas, un autre bilan carbone, donc de prendre des sujets gratuits qui sont vraiment pour la planète, en échange de rien du tout, et justement d'essayer de faire même des petits tests en se disant notre client c'est la planète, on fait des choses où on ne les signera pas, et juste pour se faire du bien. Et c'est aussi pour ça que du coup on a travaillé sur le festival Atmosphère, parce qu'en fait c'était juste de dire ça, à la base on ne voulait pas notre logo dedans, c'était juste pour essayer d'aider quelque chose qui avait du sens. Donc vous, c'est votre bilan karma qui vous intéresse, plus que le bilan carbone. Et carbone. Voilà. Non, après on travaille aussi donc, avec la marque de confiserie Josué sur le fait de passer avec une communication plus responsable, mais il n'y a pas longtemps, il nous demandait comment on ferait pour avoir un impact négatif sur notre production de communication. Ouais. C'est pas possible en fait, il faut arrêter de communiquer. Donc on peut dire communiquer responsable, mais vu l'urgence qui arrive là, moi j'ai du mal à y croire, je crois plus dans des produits qui sont... Pourquoi on n'affiche pas le bilan carbone sur les pubs affichés quand on voit un billet d'avion pour New York à 137 €? Déjà, est-ce qu'on a le droit de communiquer quand on fait quelque chose comme ça?
Est-ce qu'on ne doit pas afficher un bilan carbone dessus? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et du coup, réinventer le récit pour ce qui viennent, ça, nous, on essaie de le développer à côté. Bon, on n'attend pas de nos annonceurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront liées aux lois. Hier, je crois que je lisais une citation, alors je ne sais plus exactement qui, mais ce n'est pas en faisant nos courses que nos choix seront des lois. Je trouve ça très vrai. Je pense qu'on dit toujours aux consommateurs que c'est à lui de faire, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, nous on essaie de réduire les emails, de produire en France. En tant que consommateur, on a des leviers formidables quand même. Ça met la pression. Est-ce que ça ira assez vite? Et ce qui est fou, c'est que les marques aillent plus vite que les lois finalement. Et c'est se dire, mais que font les gens qu'on élit pour tout ça? En tout cas, Josué Pichot, moi j'entends beaucoup de désenchantement dans ce que vous nous dites. Je ne sais pas si vous allez longtemps travailler dans ce domaine-là, parce qu'on a quasiment l'impression que vous n'avez pas votre place là-dedans. Parce que vous cherchez justement à compenser tout ce qui au quotidien est pesant et lourd pour vous. Mais est-ce que vous finalement, parce que même la publicité numérique, on aurait pu en parler ici, mais elle est finalement aussi très polluante et ça pose des problèmes. Quand on voit ces panneaux numériques aujourd'hui dans le métro, c'est quasiment quelque chose d'hallucinant quand même, hein, au moment où on essaie de trouver des alternatives et de voir ces trucs ultra énergivores qui sont là et s'aimer partout en France. Est-ce que vous pouvez imaginer continuer comme ça longtemps ou pas? Parce que j'ai l'impression que vous remettez beaucoup de choses en question. Un peu comme tous mes collègues. En fait, le truc, c'est qu'il faut bien un travail. J'avais peut-être mal choisi. Non, mais bon, je rigole. Mais je peux être utile peut-être sur d'autres choses. Mais effectivement, aujourd'hui, en travaillant, on a quand même une grande connaissance de comment communiquer. Moi, je pense qu'il faut plus que l'État ou d'autres donnent les moyens à ce que les agences de communication et les créatifs, je ne sais pas, si on divisait par deux le nombre d'annonceurs et qu'on laissait une place sur inventer le nouveau récit, sur dire aux gens ce qu'ils devraient faire, leur donner des solutions, moi j'espère que ça va être ça. En tout cas, nous on le fera tant qu'on pourra, en faisant un peu les Robin des Bois et prendre à nos gros annonceurs qui polluent et d'investir notre temps. Mais c'est terrible pour vous de prendre un annonceur qui pollue, parce que c'est pas éthiquement, ça colle pas avec votre... Non, après on essaie de les conseiller tant qu'on peut sur de la transformation, sur des engagements. Et effectivement, nous, on a vu là, enfin, les clients commencent à le prendre en compte, mais parce que c'est un vrai mouvement et que le consommateur il est en train de se sauver. Sauf qu'en fait, quand ça fait 6 ans qu'on dit à un client... Et en plus, le rôle de la communication, je suis désolé, mais quand même, on arrive souvent au bout de chaîne avec des produits qui sont ce qu'ils sont, et on nous dit « allez les vendre ». Et il y a des fois, on dit « non, mais c'est pourri ». Et c'est quand même souvent ça. Et alors oui, c'est sûr, on remonte en conseil et tout ça, on dit aux gens, faudrait changer, etc. Mais il y a un moment, on n'est pas le client pour qui on annonce. Allez, dites un petit mot, parce que je vous entends réagir, et puis après le public, parce que je pense que vous avez aussi des questions. On va laisser des questions au public. C'est vrai que moi, une réaction rapide. Je ne partage pas ça, parce qu'en effet, je pense que si on dit il faut diminuer les annonceurs, il faut enlever une partie, je pense qu'il y avait un chiffre qui était intéressant. Effectivement, il n'y a que 7% des Français, puisqu'on parle de la France, qui font confiance aux marques. Il y a plus de 90% en revanche qui font confiance aux entreprises pour changer le monde, avec d'autres. Avec les politiques, avec les associations, etc., avec les ONG, etc. Je pense qu'on a besoin des entreprises pour y arriver. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais ça prendrait des heures, c'est, moi je trouve ça formidable, cette confiance qu'on a dans nos entreprises en France qui sont tendues vers ces nouveaux objectifs pour y arriver, etc. On n'a pas parlé d'un truc, c'est en effet, on les a effleurés, c'est les GAFAM, ou en tout cas les GAFA, qui sont les marques les plus puissantes et les entreprises les plus puissantes au monde, et dont on ne sait absolument pas quels sont leurs objectifs en matière d'environnement, et qui ne sont pas régulés. On critique la publicité. Il n'y a pas un métier plus régulé que la publicité. On obéit déjà à la loi, et la loi française est quand même assez stricte. On obéit à la RPP, parce que tous nos messages sont vérifiés par la RPP. Il y a la ACC, et il y a notre propre éthique. Donc ça fait beaucoup de filtres pour faire quand même des choses à peu près, on va dire, correctes. Et on essaye justement de répondre aussi à des grandes tendances de fond de consommation qui font que...
on met en avant plus d'équité, plus d'égalité hommes-femmes, etc., parce qu'on nous le demande évidemment quand on étudie les attentes des gens. Mais moi, je pense que si on se met ensemble, entreprises, communication, associations, institutions, etc., on peut faire avancer les choses. La question, c'est les grosses boîtes qui sont réellement puissantes dans le monde, les GAFA et ce qu'on appelle les NATU. Donc, c'est quand même des boîtes. Enfin, quand vous prenez Amazon, on a bien tous vu Amazon, ils jettent des trucs neufs par tonne entière parce que ça leur coûte moins cher que de stocker. Enfin, voilà, c'est ça les questions aussi écologiques. Et c'est pas les boîtes françaises, ça. Allez, on va finir avec vous parce qu'il nous reste 10 minutes, donc ça va être très très court. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous souhaitez intervenir? Voilà, on va vous passer un micro. Vous avez un micro ou pas? Alors, ce que je vous demanderais, c'est vraiment de poser des questions et de ne pas faire de longs témoignages parce qu'on n'aura pas le temps, donc on vous écoute. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Et je voulais juste, en fait, moi, il n'y a pas vraiment une question, c'est juste pour remercier, en fait, du coup, Josué, pour ce que vous avez dit, que c'est un désenchantement. Mais je trouve ça justement bien de voir qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur et qui se remettent vraiment en question plutôt que juste dire le problème c'est peut-être des grosses boîtes ou vraiment des gens qui ont un impact beaucoup plus puissant et que nous à notre niveau de grosses entreprises françaises peut-être qu'on n'a pas forcément, les solutions on va les trouver ensemble alors qu'en fait peut-être humainement chacun, la schizophrénie vous en avez parlé, je pense qu'elle est vraiment là en fait d'une certaine manière et donc je remercie vraiment ce témoignage et d'avoir pris le temps de le partager parce que je n'ai pas du tout l'impression que ça soit ressorti des autres intervenants. Voilà, merci. Merci à vous. Monsieur ici. Bon, je vous remercie pour toutes ces informations. Pour la publicité, alors, il y aura une question et un petit commentaire. Pour la publicité, moi, il y a deux choses. Là, je regardais mon journal, il y a, en matière de publicité, il y a de l'information, celle-là ne me gêne pas. Par contre, quand c'est pour inciter à acheter, ça me gêne un peu. Donc aujourd'hui, dans mon entourage, tout ce qui est publicité a quand même une très mauvaise image. Donc la question, qu'est-ce que vous allez faire pour redorer votre image? On a entendu parler des panneaux. Moi, je me souviens, j'ai en tête, c'est très ancien, Homo lave plus blanc. Alors ça, c'est très très vieux. C'était un mensonge. Dernièrement, c'est Volkswagen, alors ça c'est un peu plus ancien, qui nous a fait croire qu'il vendait des voitures impeccables. Et voilà, donc ma question c'est, j'espère que vous l'avez entendu, comment vous allez redorer votre blason, et en même temps ceux des entreprises. Voilà. Alors un dernier point, dans mon frigo il n'y a pas de Herta, petit navire non plus, parce que petit navire pêche dans l'océan Indien et sur le plan écologique, c'est pas génial. Donc moi, ce que je sais, c'est que, comme l'a dit le jeune homme, moi je m'améliore par moi-même. La publicité a même un effet contre-productif et je dis merci à des jeunes qui ont fait Yuka. Voilà. Moi j'ai besoin d'informations et la publicité ne me le donne pas. Alors, sur la question comment redorer le blason de la pub, qui veut répondre? Qui a envie de répondre? Lancez-vous. Ouais, moi je comprends le point. Comment redorer? On est dans un sujet de société qui est quand même hyper grave. C'est soit on décide qu'il y a des produits qu'il ne faut pas vendre et on ne les vend pas, mais on le décide collectivement. On est quand même dans un beau pays réglementé, jacobin, centralisé. À un moment donné, il faut quand même juste donner le brief parce que on peut ne pas aimer Herta, petit navire, ou je m'en fous. Moi non plus, je n'ai pas le même frigo que mes voisins parce que moi j'habite ici et que j'habite pas ailleurs. Mais bon, j'ai pas eu la même éducation, je suis pas dans le même référentiel. Oubliez pas qu'on parle à 70 millions de personnes et ils sont pas dans la salle. Nous, notre boulot, c'est juste de se rappeler ça. Je suis d'accord avec vous. Le but, c'est quand même de rappeler ici que oui, on se réforme comme toutes les boîtes qui aujourd'hui sont en train de se réveiller groggy d'un mauvais cauchemar, d'un mauvais rêve. On a fait la samba pendant 30 ans et on est juste en train de se réveiller collectivement dans toutes les boîtes, dans toutes les organisations, dans toutes les associations. C'est vrai. Maintenant, nous, ce qu'on attend, et le sujet qui nous a amenés ici et qu'on n'a pas couvert, c'est qui va décider. Moi, j'ai écrit un papier en disant « Ok, on régule, mais alors combien de paires de chaussures par individu ?»
on a le droit de vendre quoi? Parce que nous, on a des gens qui nous disent, regarde, mon pâté machin, il est super parce que il est vegan et il est je sais pas quoi. Et nous, bah oui, c'est très difficile de demander à faire l'enquête complète pour savoir si derrière, bah il y a vraiment le produit qu'il y a dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est quand même dans une grande tension aujourd'hui, qui est que on continue à dire qu'on peut vendre des clopes, de l'alcool, voire du glyphosate à la fin du Roundup, mais on disait, mais on interdit la publicité. Donc, moi, je pense être un éco-citoyen. J'aimerais aussi de temps en temps qu'on me dise, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas le droit de mettre sur le marché. Parce que nous, dans notre métier, quand on met un produit sur le marché, eh ben, on essaie de le promouvoir, de l'expliquer et de le vendre. En tout cas, c'est mon job. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'avais envie de dire ça. Deux autres éléments de réponse. Voilà, allez-y Valérie. Moi j'ai juste une petite réponse complémentaire. D'abord redorer notre métier, je pense que c'est pas tellement l'enjeu du moment. Enfin, c'est important parce que c'est un métier qu'on l'aime bien, mais on l'aime pour d'autres raisons. C'est que c'est un métier qui est un métier créatif. Donc en fait, ce qui est génial quand vous arrivez dans cette industrie, c'est que ce qu'on vous demande le matin, c'est d'avoir des idées. Donc moi, j'aime bosser là plutôt qu'ailleurs pour cette raison-là. Mais ça me regarde. Mais pour répondre à votre question, très simplement, je pense que ce qui a beaucoup changé dans le conseil qu'on peut donner aux entreprises qu'on accompagne, c'est de leur dire « faites d'abord » et on les accompagne pas juste dans le faire savoir, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et ensuite potentiellement qu'on va faire savoir. Voilà, donc si on arrive à faire des choses qui vont dans le bon sens, qui améliorent les choses, il y a énormément de choses possibles et c'est là où il y a beaucoup d'innovation à apporter. On innove avec eux dans ce sens-là et on sera très content de faire savoir des choses qui seront plutôt plus positives que ce qu'on a pu raconter jusqu'à présent. Oui, je voulais juste répondre sur le point de Gildas là, quand il dit moi ma problématique c'est qu'on arrête, c'est qu'on puisse pas charger les agences en disant ce qu'il faudrait c'est traiter la mise sur le marché. Mais j'ai envie de dire le problème, toi t'es pas concerné, c'est que les grands groupes de publication la fonction lobby ils l'intègrent. Ah oui, non mais oui, donc tu te retrouves en chaîne de valeur avec dans le même groupe, ceux qui vont faire la promo, mais il y a toute l'équipe en affaires publiques qui s'est débrouillée parce que le produit reste en autorisation marché. Donc vraiment, la perception, je pense, de nos concitoyens, ils ne voient pas que la publicité avec, ils dégagent tout le reste. C'est l'ensemble de l'industrie qui intègre les affaires publiques et donc le lobby, et qui est au service des marques et qui, dont l'ensemble, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, a pour vocation à répondre à une demande du client, qui en plus parfois est contradictoire. Nous on le voit concrètement. Le directeur RSE n'est pas au courant de ce que fait le directeur affaires publiques. Un cas que je peux évoquer, puisqu'on est peu partenaire, c'est Lafarge. Lafarge, on a bossé 20 ans avec Lafarge. Belle entreprise qui fait des choses intéressantes. Okay. On s'est rendu compte quand même que les directeurs RSE n'étaient pas au courant que les directeurs affaires publiques finançaient des climato-sceptiques. Dans le même groupe. Donc, et ça aussi peut-être parce qu'on a une approche des entreprises un peu totalitaire. C'est une communauté humaine où il y a des intérêts et les gens ne se parlent pas. Et que des dirigeants, des fois, ils jouent d'ailleurs de directeurs l'un contre l'autre. Donc, si vous voulez, je pense que c'est l'ensemble, on ne peut pas dire le problème, c'est la publicité, c'est l'ensemble du secteur qui doit prendre en considération sa responsabilité pour accompagner, je répète, quel récit on met en place. Juste très vite, en une seconde, c'est vrai qu'accompagner le récit de demain, j'insiste, mais la question de la formation des étudiants en communication, publicité, marketing, il est quand même au cœur aussi des enjeux. Il n'y a pas malheureusement uniquement des jeunes qui sont, comment ça s'appelle, engagés, mobilisés. J'adorerais. Il y a une petite partie qui, effectivement, sont dans l'éco-anxiété, sont, comme l'a dit Josué, dans une situation franchement extrêmement compliquée, mais par rapport à l'ensemble des étudiants ou des jeunes qui sont sur les bancs de l'école, il y a encore un énorme travail à faire. On a des résultats d'études aujourd'hui qui nous montrent, alors c'est des baromètres qui existent, qui sont à la disposition de tout le monde, qui montrent qu'effectivement, chez les jeunes, il y a une véritable sensibilité, mais qu'en revanche, ils sont imprégnés complètement de cette société de consommation et qu'ils ont envie d'acheter. Et ils sont accros au shopping et en particulier à tout ce qui est shopping de type numérique.
Donc de toute façon, il y a un gros travail à faire sur l'intégralité des personnes et il ne faut pas qu'on oppose les uns aux autres. Là-dessus, je vous rejoins tous. C'est qu'il faut qu'on travaille collectivement et que le projet de loi anti-gaspillage va aussi permettre, dans un premier temps, d'inscrire un certain nombre de choses dans la loi pour, je l'espère, faire bouger un peu les choses. Allez, très vite pour finir. Oui, moi je pense vraiment qu'il faut bien dissocier les choses. Chaque outil a sa fonction. La publicité en tant que telle n'est pas... c'est presque le plus clair en fait. Dans toute l'industrie de la communication, moi, je le répète, quand la publicité, on sait exactement comment ça fonctionne, comment c'est contrôlé. Le problème, c'est le pouvoir de l'image et comment ça s'est insidieusement, ça a pris le pas et ça a pris le pas sur tout un tas d'arbitrages. Je vous donne un exemple. Il y a des fondations, voilà, je suis directrice des fondations. Nous, on a décidé, au début, quand on a créé la fondation, on avait le choix entre financer des grosses ONG et des grosses associations, comme ça faisait connaître notre fondation, ou bien, donc ce qu'on appelle le co-branding, ou bien choisir nos axes et organiser les choses pour que notre argent serve à des associations petites, moyennes, sur les territoires et peu connues. C'est ce choix-là qu'on a fait. Pendant 10 ans, notre fondation, elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue parce que le logo de la fondation, de la boîte dans laquelle je travaille, n'apparaît nulle part. Et on s'en fiche. Après, les gens qui nous donnent l'argent, c'est nos patrons, enfin, c'est les représentants des assurés. Ils préfèrent que l'argent qu'ils n'ont pas pour leur contrat, pour leur retraite, ils préfèrent que cet argent soit distribué à des associations méconnues. Ils s'en foutent, qui font des choses qui valent le coup. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des arbitrages à faire dans les entreprises où il ne faut pas se tromper de sujet, en fait, et de véhicule. Il ne faut pas que l'un se prenne pour l'autre. Donc ne demandez pas à la pub de réguler le monde. En revanche, demandez au régulateur de faire son boulot. Ça, oui. Allez, une dernière intervention. Oui, moi, c'était voilà, pour... ça allait dans le sens de vos dernières phrases, là. Pardon, la régulation qui peut-être est du domaine de la société civile, mais aussi du domaine politique, et qui a une grande responsabilité dans ce qui se passe. Moi, c'est vrai que j'ai ressenti personnellement comme une propagande éhontée ce qui s'est passé pour les véhicules électriques sous prétexte que ça n'utilisait pas de l'énergie fossile, mais on nous prend pour des bleus encore, ça utilise l'énergie nucléaire, donc alors quid donc c'est tous ces discours décrédibilisent tous les médias qui pourraient être, tous les supports d'information qui pourraient se revaloriser aux yeux d'un public. Mais il y a du boulot, hein, parce que là, on est descendu très très bas. Et ça continue, mais gros comme pas possible. Voilà. Allez, un mot pour conclure, s'il vous plaît. Juste pour répondre à madame, je pense que c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que c'est par rapport à la publicité, à la façon dont la publicité est faite sur les véhicules électriques, ou est-ce que c'est par rapport à un discours scientifique ou un discours technique fondé sur des chiffres qui donne cette impression-là? Et le problème, c'est que parfois, on confond l'ensemble et que les personnes, les citoyens, sont adressés où effectivement la publicité devient quelque part plus un outil quelque part d'information sur lequel ils vont fonder leurs compétences, leur savoir, alors que de faire l'effort de passer par les quelques pages d'Internet qui pourraient leur permettre d'évaluer et de regarder clairement la situation en essayant de naviguer entre les différentes infox, enfin, comment on appelle ça, fake news. Fake news. Oui, pardon, qui peuvent circuler sur le terrain. On a aujourd'hui un véritable problème parce qu'on ne prend plus le temps de regarder l'intégralité des problèmes, les questionnements liés aux véhicules électriques, exactement la même chose que pour les éoliennes ou pour la méthanisation. Aujourd'hui, ce sont des débats, 1, émotionnels, 2, qui sur la toile sont extrêmement bien, comment on dit, cannibalisés par un certain nombre de gens qui sont contre et qui, eux, sont extrêmement puissants et bien organisés pour aller donner de l'information qui n'est pas toujours exacte, loin s'en faut.
Et où, en fin de compte, quand vous avez des informations qui vous disent, bah voilà, d'un côté, il y a des choses positives, mais d'un autre côté, il y a des choses qui sont un peu moins positives. On a des gens qui ont beaucoup de mal, parce que ce n'est pas rentré dans leur système de formation initiale, à se dire, j'accepte la complexité des choses, que ce n'est pas blanc ou noir, mais qu'il y a des nuances de gris. Et ça, c'est un des gros enjeux, aujourd'hui, et je me tais, de notre société. C'est comment on fait pour rentrer dans cette pédagogie de la complexité et d'accepter que toute solution n'est pas parfaite, que ce n'est pas le Graal et que la technologie ne nous sauvera pas. Parce que non, il n'existe pas un produit miracle qui brusquement va faire que, chouette, on va arriver à la neutralité carbone en 2050. Et je pense que c'est ça aussi qu'interroge notre rapport à la publicité, à la société de consommation et à la société de l'information qu'on s'est nous-mêmes fabriquée, où on préfère croire le voisin qui a ses idées, voilà, plutôt que de croire un certain nombre d'interlocuteurs, d'intervenants de toutes sortes qui peuvent apporter des choses qui sont plus complètes et donc forcément plus complexe. Et je pense que c'est ça aussi que ça interpelle. Ben, ce sera une très bonne conclusion d'ailleurs. On va repartir avec cette complexité en tête et ce sera l'occasion de pouvoir discuter encore beaucoup sur ces sujets qui sont absolument passionnants et cruciaux aujourd'hui au sein de nos sociétés. Merci beaucoup à tous, merci à vous, passez une bonne soirée et continuez à suivre le festival Atmosphère qui vous attend évidemment. Merci, à bientôt.